C'est parti? Allez. Hop. Et il faut faire sur l'autre parce que Sébastien, ça va le perturber. Il a vraiment... Ok. On s'est dit, bon, pour la première partie des cadres et objectifs, on va essayer de passer en revue les différents projets qu'on a explorés nous et au travers duquel on a pu développer cette réflexion sur l'intégration du numérique et sur l'accompagnement à l'intégration du numérique, puisque vous allez voir que les deux, ils sont intimement liés. Donc on s'est dit, on va prendre les 6 dernières années en partant de l'année de notre rencontre. Voilà, on va vous parler un petit peu de comment on s'est rencontrés tous les deux, comment cette histoire a grandi jusqu'à l'année dernière. Peut-être que c'est le moment, Régis, qu'on parle un peu de nous, vite fait. Allez, très vite. Ok. Je te laisse commenter. Ah bon? Tu es qui, Régis Forgione? Moi, je suis enseignant, prof d'école à la base, j'aime bien dire, mais pour toujours. Qu'on est prof d'école, enseignant, on est prof d'école pour toujours. J'ai fait un peu de secondaire aussi, du collège, prof de sciences physiques. Et puis après, je suis passé très vite en prof d'école. J'ai eu le flash pour ce métier-là. Donc je suis prof d'école et puis on va égrener un petit peu les projets au fur et à mesure. Et là, très concrètement, je suis un médiateur numérique à Canopé, que vous connaissez peut-être, sans doute, qui est un opérateur public en France. On a d'ailleurs appris qu'il n'y avait pas d'atelier Canopé en Polynésie. On va en ouvrir un. Ça serait génial. Donc voilà, et vous verrez qu'en égrenant les différents projets, ça c'est comment dire, mon cursus institutionnel. Et à travers les divers projets qu'on va vous présenter là, des différentes années, vous allez voir un petit peu les choses qu'on a pu faire sur les chemins de traverse et institutionnels, on peut dire comme ça. Ouais. Et toi, tu es qui, Fabien? Alors, moi je suis le copain de Régis, mais sinon je suis professeur des écoles. Avant d'être professeur des écoles, j'étais enseignant dans le secondaire, en collège, professeur d'espagnol. Je me suis senti un petit peu à l'étroit dans le disciplinaire, donc je suis retourné avec un public auprès de qui on pouvait être dans un peu plus de polyvalence, qu'on parle de la polyvalence des maîtres. Et j'ai fait très peu d'années en tant qu'enseignant premier degré dans l'école ordinaire. C'est pour ça que je te regarde, Delphine, parce que je me suis retrouvé par hasard dans un institut médico-éducatif en France, dans un IME, donc avec un public qui présente des besoins spécifiques d'apprentissage. Et là, j'ai eu un gros coup de cœur et je suis resté 10 ans dans l'enseignement spécialisé, plutôt avec des publics qui sont du côté de l'inefficience cognitive et les troubles du comportement. Voilà, ça c'est plutôt le public que je connais bien, avec des publics TSA, troubles du spectre autistique. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon domaine et ça nous permet de cheminer doucement, Régis, vers la suite de l'aventure dont tu parlais tout à l'heure, avec d'abord une problématique, enfin des problématiques qu'on a eu un petit peu. Vous voyez le générique de Chapeau melon et bottes de cuir? Comme ça? Non, c'est ça? Non, c'est... J'ai oublié le nom. Amicalement vôtre. Amicalement vôtre. Comme ça, ok. Ça. Bon, alors, imaginez le truc, là vous le visualisez, ça se passe comme ça. Régis, toi, on est en 2013 et il se passe quelque chose avec… 2013, il y a une première vague un petit peu avant d'enseignants qui ont investi les réseaux sociaux avec leur classe. C'est le phénomène, je ne sais pas si on peut dire phénomène, mais d'études de classe. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à produire, à échanger entre classes sur le réseau social Twitter. On s'est rendu assez vite compte que c'était un phénomène très francophone. C'est-à-dire qu'on cherchait d'autres classes pour communiquer. Moi, je viens de l'Est de la France, la Moselle. Je suis frontalier avec l'Allemagne. L'Allemagne, il y a 5 minutes, mais il n'y avait aucune classe, par exemple, allemande avec qui échanger. Il n'y avait que des classes francophones, et je dis francophones à dessein. C'est-à-dire que partout dans le monde, il y avait des classes qui participaient sur ce réseau social à échanger entre elles, à produire, à mettre des productions qu'elles pouvaient faire en classe. Et suite à cette première vague, moi j'ai commencé à m'y intéresser. Je ne fais pas partie de la toute première vague, à regarder, à me dire ah tiens, il se passe quelque chose là, ça m'intéresse d'aller voir un petit peu. Et j'ai inscrit ma classe, on a commencé à publier des premières choses, à échanger avec d'autres classes. Et un jour, il y a un enseignant qui nous a envoyé un tweet suite à une production qu'on avait fait avec la classe sur l'enseignement de la grammaire, sur les homophones grammaticaux. On avait produit une carte mentale sur les homophones grammaticaux qu'on avait construite avec les élèves, qui nous avait pris du temps, qui était une très grande carte qu'on avait fait avec des flèches, etc. Et en tout cas au début de ce phénomène-là, un des grands enjeux, disons, autour de la production sur les réseaux sociaux, au-delà même de l'éducation aux médias, etc., c'était la motivation des élèves, c'était de se dire, ce qu'on produit, c'est pas juste pour le fond de la classe,
on va le donner aussi à disposition à d'autres classes. Donc on mettait ça sur le réseau social et c'était génial parce qu'il y avait d'autres élèves, d'autres classes, parfois loin, parfois à côté, qui nous disaient « Ah super, on va servir de votre carte mentale ». J'ai d'ailleurs souvenir que cette fameuse carte mentale, il y avait même des élèves de collège qui avaient dit à mes élèves de CM2 qui s'en servaient. Donc les élèves, vous imaginez comme ils étaient fiers de se dire « Ah oui, on produit quelque chose, c'est pas juste pour le fond de la classe et personne ne le voit à part le maître qui nous dit « Je suis content de vous ». Il y a d'autres élèves qui l'utilisent et qui nous font leur retour. Donc il y avait cet enjeu fort là autour de la motivation. Et il y a un enseignant qui venait, enfin un formateur de la région parisienne qui a envoyé un petit message Twitter. C'était le monsieur là qui demandait je vois que vous avez produit avec votre enseignant une carte mentale sur les homophones grammaticaux. Est-ce que ça vous dirait je ne sais plus si c'était de me contacter ou de faire une dictée sur Twitter. Moi, je me suis empressé de dire aux élèves, on ne connaît pas ce monsieur, on ne sait pas qui c'est. Ça faisait partie des enjeux. Évidemment qu'on ne va pas répondre, quoi. Donc, on est allé voir un petit peu son profil. Il disait qu'il était enseignant, mais les enjeux autour des réseaux sociaux, c'était aussi de dire attention, on regarde, on ne répond pas à n'importe qui. Il y a toute une charte qu'on va respecter. Mais vous imaginez bien que le soir, je me suis empressé de répondre à ce monsieur par message privé. Je suis l'enseignant de cette classe. Et oui, ça m'intéresse de peut-être travailler l'orthographe. Et puis, on a commencé à échanger là-dessus. C'était quoi cette idée? Alors, je vais digresser, je vais revenir un petit peu. Encore avant? Ouais. Ah ouais, en tout cas, je vais faire le parallèle, ce qui s'est passé de mon côté. On parlait tout à l'heure de mon parcours dans l'enseignement spécialisé. Donc, je vous ai dit que j'étais en IME, donc plutôt en institution. Et rapidement, en institution, je me suis rendu compte qu'un des leviers qui permettait à mes élèves de progresser, de se découvrir, de se développer aussi en tant qu'individu, c'était l'inclusion. En tout cas, idéologiquement, c'est rigolo parce qu'on arrive peut-être 3-4 ans après la loi sur l'inclusion de 2005. Et je me suis dit, le contexte inclusif, il peut être bénéfique pour pas mal d'élèves. Pas tous, mais pour pas mal d'élèves. Et après avoir passé 4 ans en IME, je rejoins un service ambulatoire qui s'appelle un service éducatif de soins à domicile, un CESAD. Je ne sais pas s'il y a des CESAD en Polynésie. Il y a un CESAD en Polynésie. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais il y en a quand même. Et à cette époque, il y avait aussi des enseignants. Donc, ce sont des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles l'enseignant spécialisé va travailler avec des psychologues, avec des ergothérapeutes, avec des orthophonistes pour pouvoir accompagner un élève, là en l'occurrence je vais faire simple, un élève dans son projet d'inclusion. Et dans cette dynamique d'accompagnement d'élèves à besoins spécifiques dans le milieu ordinaire, je me suis vite rendu compte que ce n'étaient pas les élèves que j'accompagnais, c'était leurs enseignants. Comment est-ce qu'on accompagnait ces enseignants à l'accueil de ces élèves à besoins spécifiques. Et là, j'ai découvert un autre métier qui n'était pas celui que de l'enseignant, mais qui était aussi celui du... c'est difficile de dire formateur, en tout cas d'un peu le sideman, quoi, celui qui est à côté de l'enseignant, qui l'accompagne et qui essaie de trouver des hypothèses de réponse par rapport aux besoins spécifiques de l'élève. Et il se trouve que dans ces hypothèses de réponse, on est en 2009, 2010. Il y a eu un petit pari avec des copains qui m'ont offert un iPad. J'ai des copains sympas. Façon, tu sauras jamais quoi faire avec un appareil comme ça. Et ils ont eu à la fois raison et à la fois tort. Ils ont eu raison dans le sens où, à titre personnel, c'est pas une machine que j'utilisais. On le disait tout à l'heure un petit peu en aparté, moi je suis pas quelqu'un de très connecté en fait. En tout cas, c'est un univers, le numérique, qui m'intéresse pas beaucoup. Je préfère aller courir, nager, faire des trucs comme ça dehors que d'être devant un écran. Mais par contre, professionnellement, quand j'étais à la recherche d'hypothèses de réponse aux besoins spécifiques de ces élèves, je me suis rendu compte que cette petite tablette-là, elle proposait vraiment des solutions, et notamment des choses toutes simples, hein, des solutions embarquées. Le fait de pouvoir faire une vidéo, le fait de pouvoir faire une photo, le fait de pouvoir enregistrer du son avec. Et après, j'ai découvert la publication via les réseaux sociaux qui a donné une puissance extraordinaire aux propositions d'enseignement qu'on pouvait avoir avec ces élèves. Et du coup, la tablette, je l'avais moi, l'élève l'avait aussi, mais l'enseignant que j'accompagnais dans l'inclusion de l'élève disposait aussi de cet outil et comprenait comment l'utiliser. Donc là, je m'éclate. Je passe 3 ans professionnellement où je me dis j'ai le plus beau métier du monde parce que j'aide des enfants, j'aide des collègues, j'accompagne des familles, je me nourris des expertises des membres de l'équipe pluridisciplinaire. Hein. Vous imaginez au quotidien, penser ces stratégies d'intervention pédagogique en questionnant un psy, un orthophoniste, un ergothérapeute,
des éducateurs, c'était juste fascinant. Donc là, on a des choses qui viennent s'imbriquer et qui commencent à me donner quelques pistes sur comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces élèves à besoins spécifiques dans un cadre inclusif, mais aussi comment est-ce qu'on accompagne des collègues. Et j'adore accompagner des collègues. J'aime tellement ça que je suis repéré par un inspecteur de circonscription qui me dit « tu vas venir faire le conseiller pédagogique ». C'est bon pour tout le monde, un conseiller pédagogique en circonscription premier degré. Donc, conseiller pédagogique dans une circonscription premier degré, la formation se passait bien jusqu'à ce moment-là. En fait. Bonjour Christophe. Bravo. Comment vas-tu? Ils sont bien? Ouais, c'est difficile à dire pour l'instant. Donc, il en était à tout se passait bien jusqu'à ce moment-là. Ouais. Ça arrive pile poil au bon moment en fait. J'ai récupéré Marie, c'est bon. Ah ouais, ok. Ça va, elle est... Dis-lui qu'on chauffe la Tout salle. va bien, ouais. Donc je me retrouve conseiller péda en circonscription. Donc je me dis, conseiller péda, vous avez suivi le début de l'histoire, c'est facile. Il y a juste à aller accompagner des collègues. Comme avant, quoi. Bah non, parce que maintenant j'avais l'étiquette, quoi. J'avais l'étiquette conseiller péda et tout devenait beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que là où j'avais une posture de la part des collègues, où on était vraiment dans un accompagnement qui pouvait répondre à des besoins très très spécifiques qu'ils avaient, où tout se passait bien, là où on était sur des formats beaucoup plus institutionnels, sur une posture qui devait forcément être beaucoup plus institutionnelle, tout devenait compliqué. Et alors là, je suis devenu tellement triste à cette idée que les collègues n'écoutaient pas très volontairement ce que j'allais leur dire, mais avaient des tonnes de défenses qui étaient mises en place face à ce formateur qui venait raconter, on ne sait pas trop, puis on s'en moque la plupart du temps. Ça m'a vraiment questionné, mais je ne voulais pas lâcher l'affaire. Donc je me suis dit, il y a certainement des modes de formation alternatifs, complémentaires à l'offre institutionnelle qui vont nous permettre d'accompagner les collègues dans l'amélioration de leurs pratiques enseignantes. Et pour moi, l'amélioration de ces pratiques enseignantes, elle passait, j'avais anglais ça, par le numérique. Donc voilà. Donc là, on commence à se poser la question de comment accompagner les collègues au numérique. Tu es loin là. Bah, je récupère presque ton histoire, quoi. Donc, on me demande de passer mon CAPA-SH, mon CAFIPEF, pardon, donc le certificat de formateur. Et j'avais bossé sur l'orthographe. Et j'avais bossé sur l'orthographe quand j'étais en institut, sur la catégorisation orthographique par les élèves inefficients cognitifs. Et bon, bref, à ce moment-là, on est dans le début des tweet classes et de Twitter, et je vois qu'il y a des classes et des enseignants qui échangent sur Twitter, qui font des activités sur Twitter autour de la production d'écrits avec des haïkus. Twitter, le principe, c'est que ce sont des écrits courts. Hein. Ils étaient encore plus courts à l'époque parce qu'on était en 140 signes. Donc ils utilisaient ce support de microblogage, de publication, pour propulser des activités de production d'écrits, de calcul mental, raconter des sorties scolaires, il y avait vraiment... C'était riche. C'était riche, il y avait plein de choses. Et il n'y avait rien sur l'orthographe. Et à ce moment-là, il y a un bouquin qui est paru un peu avant, en 2011, aux éditions Hatier, qui s'appelle « Comment enseigner l'orthographe aujourd'hui » par deux didacticiennes de l'orthographe, Danielle Cogis et Catherine Brissot, qui se sont fait épauler dans ce bouquin par Jean-Paul Jaffray, qui est un linguiste, et Michel Fayol, qui est un cognitiviste. Et en gros, ils disent ok, il existe des dictées dites innovantes. Donc souvent, on prend la dictée négociée en exemple qui vous parle peut-être, où en fait, on n'est plus sur une approche uniquement sommative et évaluative de la dictée, mais on est vraiment sur une dynamique, sur une approche formative. Et il parlait de comment est-ce qu'on peut penser et repenser ces dictées innovantes pour aborder l'apprentissage et l'enseignement de l'orthographe. Et il parlait beaucoup des écrits courts et de la valeur des écrits courts et d'autres choses qu'on va passer à l'as. Et je me dis, c'est bizarre parce que les tweet classes, là on a des didacticiens de l'orthographe qui nous disent utiliser les écrits courts pour de l'enseignement de l'orthographe, surtout au niveau du cycle 3. Cycle 3, cycle 2, cycle 3. Utiliser des... On avait Twitter de l'autre côté, j'adore. On avait Twitter qui proposait des écrits courts, mais il n'y avait aucune dictée sur Twitter. Donc l'idée, ça a été de se dire, on va essayer d'imaginer un projet dans lequel on utilise Twitter pour faire des dictées. Et comme vous disait Régis tout à l'heure, il y a un double intérêt à Twitter en éducation, c'est qu'à la fois, on peut s'en servir comme support d'activité pour les classes, mais à la fois, tu parlais du milieu, on va dire, francophone, ou j'ai envie de dire métropolitain, ou
la présence enseignante, elle est sur Twitter. Elle est sur ce réseau social-là. C'est de moins en moins vrai, avec la multiplication des réseaux sociaux et avec le rajeunissement de l'âge des enseignants. Mais en 2013, et j'ai envie de dire, ça l'est encore, les enseignants sont sur Twitter. Et il y avait quelque chose de très étrange sur Twitter, c'est que moi je découvre Twitter en 2012 à peu près, et en fait il y a une veille pédagogique extraordinaire, avec des formats très courts. On a un message, on a un lien ou une image, et tout de suite on va trouver une ressource. Donc une fois qu'on a compris comment paramétrer sa veille pédagogique, on a plus une information qu'on a à aller chercher. Je me pose la question sur ce sujet, je vais chercher de l'information, mais on a de l'information qui vient à nous. Et pour peu qu'on paramètre un peu la solution, après on n'a plus qu'à faire un petit peu de tri à explorer. Donc je me suis dit, là il y a un truc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler à la fois sur une proposition d'activité pour les classes, pour les enseignants, ce que beaucoup d'enseignants veulent. Vous êtes formateur en SP pour certains d'entre vous, donc un enseignant en général, ce qu'il veut, c'est de l'activité ready-made, on la met en place, ça marche, c'est génial, c'est la recette, génial, tu es un bon prof, tu es un bon formateur, ça marche tout de suite. Ok, donc ça, c'était le côté, je te propose l'hameçonnage, je te propose ça pour tes classes, mais derrière, ça faisait mettre un pied aux enseignants dans ce réseau social dans lequel le pari, l'hypothèse était, vous allez découvrir un univers de formation. On a tendance à parler, nous, d'éco-formation, donc dans laquelle on va avoir des enseignants qui vont partager leurs pratiques, mais pas seulement les pratiques qui réussissent, les bonnes méthodes, les bonnes recettes ou les best practices, mais aussi, et ça c'était quelque chose de nouveau, les plantages. C'est-à-dire qu'on arrivait sur un réseau social avec un côté très décomplexé où les gens disaient « j'ai trouvé cette ressource, je l'ai mise en place ». C'était une galère sans nom. Voilà. Et là, on pouvait poursuivre la discussion en disant « Ok, moi aussi, je voulais prendre ce bouquin de grammaire. Pourquoi tu t'es planté? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?» Et là, je me dis, de ma posture de formateur où j'arrive et je vais expliquer quelque chose, peut-être que la mise en lien, l'animation de cette communauté sur un réseau social, c'était quelque chose qui allait permettre de propulser ces enseignants ou d'aider ces enseignants à s'approprier le numérique. Waouh! Il a dit que je parlais beaucoup. C'était vrai, hein? Oh là là. Mais arrêtez-moi. Donc, donc, juste pour raccrocher le truc, voilà. J'imagine ce dispositif, Twicté. On fait des dictées sur Twitter. Okay, on ne va pas rentrer dans les détails parce que pour ceux et celles qui pourraient venir, on a une masterclass Twicté vendredi après-midi de 3 heures pour expliquer ce qu'est Twicté. Mais en gros, Twicté, voilà, on fait un challenge orthographique sur Twitter entre classes. Sauf que le problème, c'est que je suis tout seul pour faire le challenge orthographique, c'est compliqué. Et il se trouve qu'en furetant en fouinant, en chinant sur les réseaux sociaux, je trouve une classe en Moselle qui publie une carte mentale sur les homophones grammaticaux. Et il se trouve que c'est pile dans ma programmation d'orthographe grammaticale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On vient juste de commencer. Bienvenue. Je crois que tu peux cliquer sur le 2013. 13 ? Non, Ouais. 13, c'était le pro. Ah, reste là, hein. Là t'es pas mal. Ah, je sais pas si on va avoir du son. Et Ah, voilà. le son. Le son. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de Twicté, mais par contre on vous met une vidéo de 2 minutes, juste pour que... Je vais juste mettre le son. Ah, c'est le choc thermique. Il est fort. Ouais, PC Monitor. Nous allons commencer la Twicté numéro 7. Et c'est parti pour la dictée la plus rapide de la planète. 4 phrases, 140 signes, thème choisi, le printemps. Les premières jonquilles fleurissent et les petits oiseaux chantent sur le long des arbres. 3 minutes plus tard, on range les copies. Elles seront examinées ultérieurement. Et on reprend les stylos, mais cette fois il s'agit de corriger une autre dictée écrite par des élèves québécois. Elle a ensuite été envoyée à cette classe de CE2. Vous ne rêvez pas, l'usage du dictionnaire est autorisé. 2 fois par semaine, l'enseignant Bruno Mallet revisite ainsi l'un des exercices les plus redoutés de la langue française.
Le but, c'est qu'ils puissent se corriger, qu'ils utilisent tous les outils disponibles en classe. S'ils relèvent une difficulté orthographique, ils vont chercher le bon outil pour pouvoir se corriger et corriger les copains. Fini la traditionnelle, fini l'angoissante dictée de papa et maman. Désormais, les enfants de la poêle corrigent les fautes par eux-mêmes. On peut savoir les fautes qu'on a. Dans les 4, ça fait 4 cerveaux autour de la table et ça peut faire un dictionnaire pour expliquer tous les mots. Et enfin, le moment tant attendu, la publication sur Twitter. Grammaire et orthographe doivent évidemment être irréprochables. Un riff s'écrit avec un E car c'est un verbe du premier groupe. C'est un certain Fabien Aubard, enseignant spécialisé qui en a eu l'idée. Depuis, la tweetée s'est déployée sur l'ensemble du territoire. Il est encore trop tôt pour en mesurer les effets, mais les progrès sont là. De première tweetée, j'ai des groupes qui commencent à avoir des zéro fautes dès le premier jet. Je me dis que le dispositif, il a plutôt des vertus positives. Il est jeune, on est tous jeunes. La dictée 2.0 peut être une solution pour dédramatiser la très classique dictée. Une certitude, les CE2 en redemandent. Les tweets sans faute ont de beaux jours de montée. C'est France 3 Île-de-France qui fait ça, donc les 3/4 des choses qu'ils disent sont fausses. Là, ils disent ça marche, c'est génial, c'est un reportage télé, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. On bosse avec des labos de recherche depuis combien de temps, Régis 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et les labos de recherche sont beaucoup moins enthousiastes que le journaliste de France 3. Hein. Donc ça, c'est... Mais c'est intéressant. Nous, on est super contents d'avoir bossé avec des labos depuis 3 ans. On a eu une demi-journée d'études là, il y a 2 mois pour les premiers résultats. Donc nous, ça nous donne des pistes aussi pour rectifier derrière. Bon, après, on va s'amuser à questionner aussi les méthodologies de recherche qu'il y a derrière. Mais l'idée, c'est ça. C'est que c'était un reportage télé hein, qui vous dit tout est bien, tout est génial. C'est pas mal, mais c'est pas comme il le dit non plus. Donc ça, c'est tweeté. Voilà. C'est là que j'enchaîne. Hein. Ouais, je sais pas. C'est pas mal. Vous avez des questions à ce moment-là ou on continue là dans le flow comme ça bam, bam. Pitou, on y va? Oh, allez, c'est parti. Bon. J'enchaîne un petit peu sur Nipédu. Bah ouais. Au même moment, là, il vous disait, donc on se rencontre via le réseau social. Hein. Donc je réponds à son message. Il fait ce projet dans sa classe tout seul. Finalement, on s'y met à 2 classes et les 2 premières classes à échanger autour de ce projet. Et on se rend compte très vite qu'on est passionné par la pédagogie, par l'école, par le numérique, par ces questions-là. Et on passe des heures à se téléphoner, à parler de ça, parce qu'il vient de région parisienne, moi de Moselle, donc physiquement, on ne se voit pas, quoi. Mais on se téléphone et on parle que de ça. Et l'idée trottée on est tous les 2 fans de podcasts. Vous voyez ce que c'est les podcasts non? C'est des émissions de radio indépendantes qu'on attrape via un lecteur de podcast sur son smartphone ou qu'on peut écouter directement sur Internet. Alors je dis indépendante parce que c'est différent de la radio de rattrapage, c'est-à-dire si on aime bien France Inter, on aime tous bien France Inter, non? Je sais pas. Oui. Ouais. France Culture aussi. France Culture encore plus. Pardon? Ah bon? Ah bon. ouais. Alors, sauf par Internet du coup. Ouais, voilà. Qu'on écoute en rattrapage. Là, je parle vraiment de podcasts indépendants, c'est-à-dire faits par des gens qui ne sont pas de la radio, qui font leurs émissions eux-mêmes et qui les diffusent sur Internet. Et on se dit, à force de parler d'école entre nous, avec des gens passionnés d'école, mettons un micro et enregistrons-nous et autour de thématiques, de ce qui nous passionne autour de l'école, invitons des experts à parler de ça avec nous, etc. Et donc, naît comme ça cet autre projet qui s'appelle Nipédu, qui est un projet autour de l'école, de l'éducation et du numérique, où l'idée c'est des émissions de radio, de podcast plus précisément, c'est pas de la radio, où on va, alors au départ on est entre nous, c'est-à-dire il y a un prof d'école, je suis prof d'école à l'époque, Fabien qui est formateur, un IEN, et on se met autour du micro et on commence comme ça à enregistrer un peu à cru, j'ai envie de dire, en partant vraiment de rien, à se dire bon, on est passionnés tous les 3 par ces sujets. On met un micro, alors quand je dis un micro, ça c'est un peu plus compliqué parce que ça se passe par visioconférence, mais très concrètement, c'est comme si on était autour d'une table avec un micro, et on met une thématique sur la table et on discute à bâton rompu autour de cette thématique. Très vite, on se dit, bon, ok, nous ça nous amuse, mais on va peut-être pas amuser tout le monde à parler que nous 3, et on commence à demander à avoir des invités. Donc c'est-à-dire d'autres personnes, des experts autour de ces questions-là, ou alors à aller couvrir des événements. Il y a beaucoup d'événements à cette époque autour du numérique éducatif en France,
il y a Ludovia, Educatis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, enfin plein d'événements comme ça où on se dit, on pourrait aussi aller couvrir ces événements, c'est-à-dire aller sur place, sortir le micro, interviewer les gens, poser les questions qui nous intéressent, parce qu'on sait que derrière, ça n'intéresse pas que nous, ça intéresse plein d'autres enseignants aussi. Et donc naît comme ça ce projet de podcast, avec évidemment dans l'arrière de la tête, Fabien le disait tout à l'heure, cette fameuse éco-formation, on se dit, c'est aussi un média à usage formatif. L'idée, c'est, nous, évidemment, de parler de ce qui nous passionne, aller interroger les professionnels, les institutionnels ou les gens passionnés comme nous, pour aussi que ce média serve de formation à d'autres enseignants. Donc, c'est ce fameux projet que vous retrouvez là. Et vous allez peut-être nous voir si vous êtes sur Ludovia là, pour les quelques jours. Mais on va sortir le micro parce qu'on est là à cette raison-là aussi. Tout à l'heure, Maran disait, on a plusieurs casquettes. Nous, ça nous intéressait aussi de venir ici pour interroger les gens, quoi. Donc, pour qu'ils apportent leur vision de la chose. Et comment que ça se passe ici? On a commencé hier avec une première capsule d'une enseignante doctorante et de son mari d'enseignante, étudiant en M2. Ouais. Voilà. Ou aussi de comparer les choses, comment que ça se passe ici, comment que ça se passe en France ou ailleurs. Il comparait lui avec un autre pays. Avec l'Uruguay. Avec l'Uruguay. Il compare, l'interviewé qu'on a eu hier, le déploiement du numérique en Uruguay et ici en Polynésie. Donc toutes ces questions-là, elles sont extrêmement intéressantes et vous avez bien compris que c'est un peu l'autre pendant, le dispositif TUICT où il y a des enseignants qu'on va accompagner autour des usages du numérique, autour de l'intégration de ces outils-là. Et ce média, on peut dire média, c'est un média, où on va apporter aussi des choses. Donc là, on se dit, moi j'ai souvenir très vite de dire, là on marche sur nos deux pieds. On a quelque chose qui avance correctement, quoi. Mais qui s'est fait un petit peu hasardeusement, parce que tout naît d'un tweet où on ne se connaît pas et tout ça se met en place comme ça, plutôt naturellement, mais parce qu'on adore ça et qu'on aime, qu'on est un peu des fous de boulot, quoi, malheureusement. Surtout lui. Ces émissions sont téléchargeables. Voilà. Si vous tapez Nipédu dans n'importe quel moteur de recherche, vous les retrouvez. Vous pouvez les écouter directement en ligne ou dans n'importe quel lecteur de podcast. Il y a ça dans tous les téléphones. On s'abonne et on a les émissions qui arrivent à soi. Un peu sur le même principe qu'il disait tout à l'heure Fabien sur la veille pédagogique qu'on peut faire sur Twitter où les choses viennent à vous. Le principe du podcast, c'est aussi ça. Quand une émission est diffusée, elle vient directement à vous une fois que vous êtes abonné et vous avez les infos. Donc une fois par mois, il y a un IPEDU autour d'une thématique. Donc là, vous voyez le numéro 104 d'avril. Le numéro 105 sera sur l'accompagnement justement à l'accompagnement à l'intégration du numérique. Et le numéro 106 sera sur l'intégration du numérique en Polynésie. Voilà, donc on peut vous annoncer déjà le numéro 106. Ce qui est intéressant en termes d'accompagnement des enseignants à l'intégration du numérique, c'est que les émissions nous prennent un petit peu de temps à faire, mais les notes de l'émission, on soigne énormément nos notes de l'émission pour que ça puisse constituer justement un répertoire de ressources en lien avec le thème de l'émission. Donc on est vraiment sur, au-delà du plaisir qu'on prend nous à faire l'émission, sur des ressources qui sont à mettre à disposition des collègues, de nos auditeurs. On est environ, on a une toute petite audience, on est entre 2000 et 3000 écoutes par épisode. Mais bon, ça nous va, nous. Ouais. Sachant que maintenant, alors je vous parlais d'un IEN au départ, maintenant on est avec un chercheur, le 3e larron. C'est un chercheur et conseiller pédagogique à l'Université de Lausanne. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ce qui permet d'apporter les points de vue différents et justement de ne pas être dans l'entre-soi. Et nous, ce qu'on aime bien, justement, ce qu'on dit qu'on a les invités, on aime bien que ça gratte, c'est-à-dire que, et on espère que vous allez le faire aussi, poser les questions qui peuvent coincer, qui peuvent fâcher, parce que c'est ça qui est intéressant d'aller creuser. De dire c'est bien beau votre truc, mais là, ça ne marche pas pour moi, quoi. Je te laisse enchaîner. Des questions sur Nipédu? Une question que vous auriez peur d'oublier, que vous voudriez poser maintenant ou... Non. Alors... Non, pas des questions, mais une remarque quand même, parce que franchement, c'est fantastique. Oh, Guylaine. J'en profite, mais vraiment, pour moi, ça a été une mine, quoi, Nipédu et tout ce que vous faites. Et c'est vrai que le fait d'avoir aussi des références, etc., quand on organise une formation, c'est génial. Et effectivement, ils posent des questions parfois qui sont un peu dérangeantes ou qui vous font cogiter, et ça, c'est super, quoi. Donc voilà, désolé, c'est pas une question, c'est une remarque, mais elle est à fond. Merci Guylaine. Ouais, il faut. Franchement, quand on aura écouté 2-3 des podcasts, c'est que t'as envie, quoi. Si tu aimes ça, c'est assez cool. Et en faisant quelque chose à côté, tu confirmes? Elles n'ont pas payé, en fait. Pas encore.
Pas encore payé. Non, voici, hein, si vous faites du sport, le ménage, tout ça, hein, c'est là qu'on écoute le Nipédu. Nous, on vous le conseille. Et moi, j'ai un petit conseil supplémentaire, c'est dans les bouchons en voiture. Et il faut l'écouter en 1,5. Moi, j'aime bien l'écoute en 1,5 dans les lecteurs de podcasts. On peut le lire un peu plus vite. Moi, j'écoute tout. Alors, il y a des podcasts de France Culture, j'écoute en x2. Et des fois, quand je repasse en x1, je dis, mais comment on peut avoir ce débit, quoi. Et donc, n'hésitez pas, ça fait gagner du temps. L'émission de 55 minutes, vous pouvez l'avoir en 33 minutes. Voir si c'est France Culture en beaucoup plus rapide, mais ça passe crème, donc on peut en écouter plein de podcasts. Et tu sais quoi? Comme tu m'as chambré, genre je parle beaucoup, c'est toi qui vas continuer parce que j'adore. Bah je sais pas, le site. Allez, là. Ça c'était quoi? Ah non, mais attends, on va pas mettre la vidéo, c'est. Pas tout de suite. Ah si, c'est les aventuriers. Alors, on a fait Twicté, on a fait Nipédu. Et il se passe plein de trucs professionnellement. Ça, c'est bizarre parce qu'en fait, ce qu'on vous a présenté, c'est pas des activités professionnelles. Hein. Pas du tout, ouais. C'est pas professionnel. On fait ça pour nous. Mais en fait, souvent, quand on est dans des initiatives parallèles comme ça, les gens, ils commencent à nous connaître. Ils nous demandent de faire des choses. Venir en Polynésie, des trucs comme ça. Donc nous, on dit bon, d'accord. Et on a une personne qui s'appelle Ange Sourd, qui travaille au Centre de recherche interdisciplinaire de Paris. Alors le Centre de recherche interdisciplinaire, peut-être que vous ne connaissez pas cet endroit qui dépend de l'Université Paris 5, enfin de l'ancienne USPC, maintenant Université de Paris, qui intégrait et qui continue à intégrer P5, P7, et puis je sais plus, il y a Sciences Po dedans, bon c'est une commu. Et donc le CRI fait partie de cette entité-là. Et vous connaissez peut-être le directeur qui s'appelle François Tadei du CRI. Et du coup on vient me chercher et on me dit maintenant c'est bien là tes podcasts, tout ça, mais tu vas faire des MOOC. Alors moi je dis des quoi? Et du coup on me dit des MOOC. Donc l'acronyme MOOC c'est Massive Open Online Courses, donc ce sont des formations en ligne. Et l'idée, c'était, Ange Sourd avait lancé depuis 2 ans un programme qui s'appelle les Saventuriers École de la Recherche, où le principe, c'est on transforme sa classe en laboratoire de recherche. C'est-à-dire qu'on va se saisir de l'éthique, de la méthodologie de la recherche pour construire du savoir avec les élèves et les amener aux frontières de leur propre savoir. Donc ça tombait bien, j'avais jamais fait de MOOC et moi je suis un littéraire, donc je me suis dit bon bah on va aller travailler pour un programme scientifique pour faire un petit peu de e-learning. Donc là l'idée c'était de propulser 16 MOOC, 16 parcours de formation en ligne autour de l'éducation par la recherche, donc dans plusieurs domaines. Hein. Ce petit pitch de on transforme sa classe en labo de recherche, ça va être un labo de recherche de sciences humaines, ça va être un labo de recherche d'astrophysique, ça va être un labo de recherche de neurosciences. On va se poser des questions autour du numérique notamment. Donc moi je dis ok, on va faire des MOOC comme ça. Vous avez déjà suivi des MOOC? Plein, ouais. Pardon? Ah oui, c'est classique. Tu abandonnes? Ouais, oui. Ouais. Classique. Alors vous abandonnez comme 95% des gens qui s'inscrivent à un MOOC. Je vous donne les résultats du dernier MOOC qu'on a fait qui a très bien marché. Il a très bien marché. Hein. On est à 7800 inscrits. Je m'inscris. On est à 1000 personnes qui ont au moins participé à une activité quelque part, que ce soit répondre à un questionnaire. Alors, je n'ai pas les datas sur les vidéos. Là, je vous parle d'engagement en termes de participation à une activité. Et sur ces 1000 personnes, on en a 350 qui finissent le MOOC. 7800, 350. Donc ça, c'est normal. Hein. Commencer un MOOC, s'inscrire à un MOOC et ne même pas aller voir ce qu'il y a dedans, c'est le quotidien. Mais des fois, il y en a qui font mouche et on y reviendra tout à l'heure justement avec Leaders of Learning. Donc là, pour vous parler un petit peu de l'éducation par la recherche, mais très brièvement, ce projet S'Aventurier, ça me semblait colossal. Et moi, faire des choses colossales sans Régis, ça m'angoisse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis à Régis, écoute Régis, c'est très simple, tu vas te mettre en auto-entrepreneur. Moi, j'ai du budget pour prendre des prestataires et tu vas me filer un coup de main pour faire des MOOC. Il me dit pour faire des quoi? Et voilà, vous avez compris que voilà. Donc, nous voilà partis dans les MOOC éducation par la recherche. Je lance la vidéo? Allez, une petite vidéo. Ouais. C'est très court. Conversion numérique à l'école a pour objectif de contribuer à la formation des futurs citoyens de la société numérique. C'est un espace d'inspiration pour imaginer comment enseignants et apprenants peuvent explorer, détourner et déconstruire des objets d'origine. Nous vous proposons 4 axes d'exploration.
Apprendre avec le numérique, créer avec le numérique, numérique et société, habiter avec le numérique. Ce MOOC vous propose des ressources vidéo, textes, images, activités, pour mieux comprendre le modèle de l'éducation par la recherche, les enjeux et méthodes scientifiques, appliquées aux sciences informatiques et aux réflexions autour des mutations d'une société numérique. L'informatique, le numérique, une idée neuve et pourtant pleine d'histoire. Histoire d'informatique, histoire de science, à retrouver dans votre MOOC, éducation par la recherche, conversion numérique à l'école. Le numérique ne fait que convertir de format en format. Ainsi, la conversion numérique de l'école, de son espace, ses modalités de transmettre, de construire les nouveaux savoirs. Le fait de chercher tous ensemble est un vecteur en effet d'implication des élèves qui est vraiment très important et on le voit vraiment dans ce projet. J'ai envie de leur proposer des challenges et des choses un peu inattendues qui leur permettent d'avancer et de construire leurs apprentissages. Avec TweetConf, il s'agit de détourner le réseau social pour un usage de production écrite numérique et transmédia. Grâce à la programmation du robot, les élèves accèdent au fonctionnement et à l'organisation du cerveau en manipulant et en ordonnant des actions motrices, réceptives et émettrices. J'ai bien aimé cette année parce que on a joué, en même temps on a appris. Salut les MOOCers aventuriers. Si vous voulez intégrer le numérique dans votre classe mais que vous ne savez pas par quel bout prendre les choses, la section intégration du numérique de votre MOOC éducation par la recherche devrait vraiment vous intéresser. Je vous retrouve très vite pour une série de vidéos qui, je l'espère, vous aideront à y voir plus clair et vous donneront envie de vous lancer dans l'aventure. Donc voilà, l'idée de ces projets, c'était d'avoir une réflexion autour du numérique, à quoi il sert, donc que ce soit du côté de la robotique, de la programmation. Vous avez vu, on a un personnage qu'on avait vu dans la vidéo d'avant, Bruno Mallet. On n'a pas pu le mettre dans nos valises, mais il est jamais très loin. Et voilà, donc on a déployé les MOOC autour de ça. Et là encore, hein, l'idée de la formation, c'est que dans les forums des MOOC, ton prénom c'est ? Je me mets, ah oui, Anouk, c'est vrai, tu n'étais pas là. Je me mets là parce que du coup, je tourne le dos à Anouk et je sais pas où est-ce que. Ça m'embête quand même. Et du coup, voilà, maintenant, on avait un autre espace où on pouvait accompagner les collègues. On avait des forums, les forums de ces MOOC-là. Ouais. Peut-être dire, si vous ne connaissez pas du tout les aventuriers, l'idée, vous avez vu, le MOOC, il est construit autour de projets que font réellement les classes. Donc l'idée, c'est que les classes sont accompagnées par un chercheur ou un doctorant dans un domaine. Là, c'était un teaser particulier autour du numérique, mais il y avait d'autres domaines, l'astrophysique, il disait, les neurosciences. Et les classes vont déployer, mettre en place un projet autour de cette thématique dans leur classe. Je pense notamment, moi, parce que c'est vraiment emblématique, des classes de maternelle qui travaillent par exemple sur les neurosciences, sur la mémoire, sur est-ce que je peux retenir quelque chose en de déplaçant d'un bout de la salle à l'autre et en faisant une autre activité entre, et est-ce que je retiens, enfin, des projets vraiment passionnants où des chercheurs vont les accompagner. Et ces MOOC sont construits autour de ces projets pour inspirer aussi les enseignants qui pourraient mettre en place ce type de projet. Et donc oui, moi je me retrouve là-dedans, être un peu le monsieur numérique, on va dire. Il y a des sections dans chaque MOOC, hein, si vous en avez déjà passé. Il y a des sections. Ah, tiens, ça s'est réveillé tout seul. Je sais pas pourquoi. Hop là. Les appareils numériques de Régis sont vivants et rebelles. Et donc, à faire l'accompagnement, hein, ou présentation de solutions numériques. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir parce que toutes ces capsules des MOOC, vous les retrouvez sur le compte YouTube des aventuriers. Allez voir, il y a vraiment plein de choses très, très intéressantes. Parce que les MOOC sont fermés maintenant. Malheureusement. Et ils ne sont plus réédités parce que les aventuriers ne disposent plus de ressources humaines pour le e-learning. Donc, mais tout est sur YouTube. Donc, les aventuriers avec des A partout, école de la recherche, et vous avez une section MOOC dans laquelle vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de ces capsules et de ces projets. Il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et tout comme TUCT, si ça vous intéresse, la partie Saventurier, il y a une présentation in extenso samedi matin. Samedi matin, où on présente vraiment en entier ce que c'est qu'un projet Saventurier, comment on peut être accompagné dans ce type de projet. Enfin, comment les enseignants peuvent être accompagnés dans ce type de projet avec leur classe.
What else, Fabien? Est-ce qu'il y a des questions sur les Saventuriers brûlantes? Rémi, vas-y. Les Saventuriers, ça s'adresse aussi au second degré. Oui. Il y a de l'expérimental. Ouais. Ouais, peut-être tu peux pas, moi, tu vois, je parlais de la maternelle. Ouais, de la maternelle au lycée. Le projet au Gabon, c'est vrai que sur les TPE ou sur des clubs dans le secondaire, on le retrouvait pas mal. Je t'avouerais que ce sont des projets à géométrie variable qui sont pensés. Tu n'as pas deux projets qui sont les mêmes, mais l'aspect temps dans le secondaire, il est particulièrement contraignant et présent dans la mise en place des scénarisations pédagogiques. Là où un PE peut avoir la liberté de gérer son projet comme il l'entend, pour un collègue dans le disciplinaire ou dans le secondaire, c'est quelque chose qui se pense. Mais on a aussi des collègues qui vont parler de ça justement. Je pense à Cédric Pinel, qui est au Gabon actuellement, qui a mené un projet juste extraordinaire sur la flore au Gabon, enfin sur les plantes médicinales du Gabon, sur les tradipraticiens. Donc l'utilisation des plantes dans les pratiques curatives gabonaises, quoi. Et lui, il explique bien, il y a un MOOC en particulier qui s'appelle Saventurier du vivant, où il explique bien comment, en tant qu'enseignant de secondaire, les trucs et astuces pour pouvoir mettre en place ces projets assez chronophages dans une programmation donnée avec un temps de mise en œuvre plutôt contraignant. On en est qu'en 2015. C'est vrai. 2016, je crois que on retrouve Guylaine. Ah ouais, 2016, c'est Guylaine qui va nous en parler. Ouais, tiens. Ouais, 2016. Alors, je t'explique pourquoi 2016. Parce qu'on a les cahiers pédagogiques que vous connaissez toutes, j'imagine, et tous, qui nous dit on voudrait mettre en place une rubrique mensuelle autour du numérique. Est-ce que vous voulez écrire cette rubrique ? Donc moi je dis non, lui il dit oui, comme d'habitude. Et pour vrai, non, on est content de se lancer dans cet exercice-là. Et on se retrouve embrigadé par donc, le cercle de recherche et d'action pédagogique pour cette rubrique mensuelle, qui est souvent en lien avec les émissions de Nipédu, qui permettent d'aller un petit peu plus loin ou de donner un point de vue alternatif. Voilà. Et on commence à bien s'entendre avec l'équipe du CRAP. Et Régis a une idée brillante, une fulgurance. Oui, parce qu'on voit sortir des dossiers thématiques, notamment je pense à celui sur la classe inversée. Et je me dis, nous, ça fait 2-3 ans qu'on travaille, qu'on est à fond sur les collectifs enseignants connectés, il n'y a jamais eu de dossier. Proposons-le, on le propose et ils nous disent non. Ils nous disent, non, vous rigolez, vous arrivez comme des fleurs, ça se construit longtemps avant. Et vous avez vu, on insiste un peu gentiment avec le sourire, tout ça. Et puis comme on est un petit peu copains avec certains qui disent on va essayer quand même de pousser un peu les choses. Et finalement, le comité de rédaction accepte. Et donc, on se lance là-dedans. Et c'est un gros boulot, hein, s'y attend pas tant que ça. Donc c'est vraiment, on te laissera en parler. Mais on est 3 dans Nipédu, donc on est à 3 pendant 10 mois à coordonner ce dossier. On va retrouver des chercheurs, des enseignants, des formateurs d'un peu partout. Qui répondent à un appel à contribution qui est assez vague au départ peut-être. Et donne la main à Guylaine. Ouais, c'est à toi. Assez vague, écoute, moi je lis un petit peu comme tout le monde de temps en temps les cahiers pédagogiques et puis je regarde un petit peu les sites internet, je fais un petit peu ma veille numérique, puis je vois passer un appel, effectivement, quelque chose d'un petit peu vague sur les collectifs enseignants connectés. Donc je vais voir un petit peu ce que c'est que cette histoire-là, quelles sont les définitions qu'on donne un peu partout. C'est un terme qu'on commence à retrouver depuis quelques temps dans pas mal de conférences, etc. Où je me dis, qu'est-ce qu'ils entendent vraiment, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Puis finalement, je me dis, tiens, nous, en Polynésie, on en parle beaucoup avec les fonctionnaires stagiaires. Et puis, les collectifs enseignants connectés, c'est quelque chose qui peut les intéresser parce que quand on est un petit peu loin, justement, des expérimentations numériques, ça peut être bien d'avoir un soutien par les collectifs. Alors, c'est quoi ces collectifs? C'est Twitter, Facebook, mais pas que, c'est des groupes d'associations. Donc voilà, leur appel à projet m'intéresse bien. Donc du coup, comme j'en parle avec mes fonctionnaires stagiaires, en même temps, je fais une petite expérimentation pour voir ce que ça pourrait leur apporter. Et puis voilà, donc j'ai écrit à Régis, je crois que dans la journée, j'ai dû avoir un message me disant oui, ça nous intéresse. Je me suis dit, c'est parti. Et voilà, donc à partir de là, j'ai proposé un article que vous avez face à vous sur l'écran, dans un dossier qui a été publié et qui est pas mon article, mais le reste, c'est vraiment fantastique. Vous avez vu qu'encore une fois, tout ça, ça s'inscrit dans un écosystème. Donc, il
il y avait de l'accompagnement de profs en ligne, il y a le média audio, il y a la chronique et il y a ce dossier où là, ben voilà, on amène vraiment des différents points de vue parce que nous, on avait notre point de vue sur ce que c'est qu'un collectif enseignant connecté. Encore une fois, c'est un point de vue très individuel et de la petite lorgnette qu'on envoie et justement des articles comme ça qui viennent de différents endroits, d'acteurs qui participent à des collectifs, de chercheurs qui regardent ça depuis un peu plus longtemps avec un autre regard, une autre grille de lecture, ça nous permet de mieux comprendre tout ça et aussi d'ajuster nos actions. On peut dire ça comme ça? Ouais, est-ce que vous l'aurez compris, depuis le début de la présentation, l'hypothèse qu'on a faite, c'est que l'accompagnement des collègues à l'intégration du numérique, nous, on allait le baser sur cette éco-formation et le partage entre enseignants. Là, ça fait déjà, au moment où les cahiers pédagogiques sont sortis, ça fait déjà 5 ans qu'on avait émis cette hypothèse-là et qu'on avait mis en place les hypothèses de travail qu'on vous a présentées pour voir si ça se vérifiait ou pas. Et c'est rigolo parce que je pense qu'on a vécu aussi, nous, alors nous, on ne se place pas en termes de chercheurs, hein, on n'est même pas dans une recherche-action, on est dans le faire, on est dans la formation ou en tout cas l'intention de formation. Et c'est vrai qu'on est passé de l'enthousiasme des premières années à plus les projets prenaient de la dimension, plus les questions ont émergé de façon cruelle. Donc à un moment, nous, on s'est trouvé à l'étroit dans l'action seule de formation et on s'est dit on a besoin de personnes extérieures qui vont apporter un éclairage particulier sur cette approche de formation pour nous dire est-ce que la recherche va scientifiquement nous dire ce qu'ils en pensent? L'institution va nous dire comment elle voit la chose? Parce que là aussi, il y a une grosse question autour de l'institution qui, en plus là, avec le changement de gouvernance depuis 2 ans, un petit peu, modifie un peu sa posture. On est passé là aussi d'un enthousiasme effréné pendant 5 ans à quelque chose qui vise à beaucoup plus de sécurité et de confiance. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, clairement. Voilà. Je sais pas ce qu'on a mis en 17. Non, c'est la surprise. Tu sais bien, quand on fait des prêts, on ne met pas ce qu'on ne sait pas. Ah oui. Ah okay. oui. Bah, oui. Ton prénom, rappelle-moi. Valérie, c'est 548. 548, ouais. J'arrive plus à bouger, il est figé. 548. Oui. TADAF. Ouais. Allez. Ça fait une certaine boucle, hein, on va dire. Là, ouais. Tu arrives. Twicté, le dispositif, on a parlé un petit peu, mais on détaillera cette semaine. Donc c'est devenu un petit peu un prototype de projet sur Twitter. Vous avez compris qu'il existait des dispositifs sur Twitter qu'on est arrivé avec le dispositif Twicté, qu'on appellerait plutôt justement des activités. C'était souvent des petites choses, c'est-à-dire, je vous ai donné un exemple, là, on publie quelque chose, c'est utilisé par une autre classe, ou on fait des échanges entre classes, ou on diffuse, on raconte au quotidien ce qui peut se passer pendant une sortie scolaire, etc. Et le dispositif Twicté, didactiquement, il est solide, pas pour rien, hein, on l'a dit, il vient en tout cas, quelques idées solides didactiques du comment enseigner l'orthographe aujourd'hui de Cogis et Brissot. Puis il y a d'autres dispositifs qui ont commencé à se dire, ok, nous, on a lancé des petites idées sur Twitter, on va se servir du canevas proposé par Twicté, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est pour ça qu'ils disaient on ne va pas détailler, parce qu'il y a techniquement, il y a beaucoup de choses en jeu, et qui commencent à s'en inspirer. Donc il y a d'autres dispositifs qui commencent à naître, et puis vient vite l'idée de se dire, ok, tout ça c'est super, il se passe plein de choses, par contre c'est très dispersé. Ça se passe un peu partout, on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas où. Mais on se rend compte aussi très vite que parmi ces autres dispositifs, on retrouve des Twictonautes, des gens actifs dans Twicté, qui lancent leurs dispositifs. Et donc là, l'idée du TADAF, c'est de faire un collectif de collectifs. Vous avez vu, on est encore une marche au-dessus, c'est-à-dire, ok, il y a des collectifs ou des dispositifs sur ce réseau social. Englobons tout ça dans une entité pour mieux comprendre les choses, qui est le TADAF, donc Tweet classe, activité et dispositifs associés. Il n'y avait pas le F au début, le F de francophone maintenant. Regarde, c'est bizarre. Ah, mais c'est parce que c'est quand je touche l'écran en fait. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a rien de bizarre, c'est moi. Voilà, qui fédère un peu ces dispositifs pour leur donner plus de force, plus de visibilité et plus d'engagement, puisqu'on se retrouve finalement avec, je sais pas, une trentaine de personnes vraiment engagées dans tous ces dispositifs, mais qu'on retrouve finalement dans le dispositif Twicté qui sont un peu les mêmes.
Ouais, qui sont issus de ce dispositif-là. Donc là, il faut être encore mettre de la mesure en toute chose. Hein, quand ces différents collectifs qui utilisent Twitter à la fois pour émettre des propositions pédagogiques et pour alimenter cette dynamique d'éco-formation, on va compter, je ne sais pas, peut-être 1500 enseignants. Mais on va avoir 30 enseignants qui sont très actifs dans ces projets-là. Tu parlais de boucle un peu bouclée, elle l'est à double titre puisque TADA, tu cachais le F à la base, c'était TADA, mais on a une association sur le numérique en Belgique qui a dit vous allez changer de nom tout de suite. Eux avaient déposé le nom. Qui nous... Ouais, je disais la boucle était bouclée parce que le TADA est né à l'occasion de Ludovia. Ludovia France. Voilà. Il fallait être un nombre suffisant d'inscrits pour disposer d'un espace. Et c'est là où on a proposé aux autres collectifs de se rassembler sous cette bannière-là. Et peut-être, je pense qu'on ne l'a pas dit, mais c'est important, pour donner un ordre de grandeur dans, on va dire, au pic de participation. Par exemple, dans le dispositif TUCT, il y avait un peu plus de 1000 classes inscrites partout en francophonie qui participaient, donc autant d'élèves. Voilà, et cette année, on est à 400 et quelques classes actives. Voilà. Pour donner à peu près un ordre de grandeur. Dont 2 classes, je ne sais pas si tu l'avais dit tout à l'heure. Ouais, ben, je les ai contactés hier 2 par classes mail. polynésiennes. On a une collègue qui est à Paea et on a un autre collègue qui vient de s'inscrire qui est à Moorea. Donc je leur ai envoyé un mail hier pour voir s'ils pouvaient être présents vendredi après-midi. Et 18 Et 2018 Qu'est-ce qui se passe encore en 2018 ouais, celui-là on l'aime bien. Oh là là. On parlait de MOOC tout à l'heure, je te laisse enchaîner. C'est les chiffres dont parlait Fabien tout à l'heure. C'est sur ce gros MOOC-là. Ouais, ce gros MOOC-là. En arrivant, donc moi je travaillais avec Angensour, on s'occupait, voilà, moi j'étais salarié. Là pour le coup, on vous a parlé de projet perso, mais sur les MOOCs aventuriers, c'était un projet salarié et Régis était prestataire. Et à la fin du projet des MOOC s'aventuriers, donc au sein du centre de recherche interdisciplinaire, et plus de financement public, donc il n'y avait plus de MOOC, hein, on va dire les choses simplement. Moi, je m'apprête à partir du CRI, et le CRI dit non, tu vas rester et tu vas faire le e-learning pour le centre de recherche interdisciplinaire. Donc ça, pour moi, c'était cool parce que j'allais sortir un petit peu des parcours de formation à destination des enseignants, et aujourd'hui, on est sur des parcours de formation pour les médecins, pour les étudiants en biologie de synthèse. Donc c'est intéressant de pouvoir garder le côté e-learning, mais d'avoir ce pas de côté par rapport au contenu pédagogique pur. Mais il s'est trouvé qu'il y a eu quand même un petit marchepied parce que François Tadei est venu me trouver et m'a dit « Écoute, il y a un MOOC sur l'éducation qui est vraiment génial, qui est propulsé par Harvard X, donc qui est l'équipe, le département e-learning de Harvard, qui s'appelle le MOOC Leaders of Learning. Donc je reviendrai sur ces détails-là, il est disponible sur edX et il était disponible sur Fun, mais il est disponible dans sa version originale. Là, je veux juste dire un détail par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Il me semble que François Tadei disait comme vous, moi j'ai suivi plein de MOOC, je ne les ai jamais finis. Ouais. C'est le seul que j'ai fini. Donc voilà, il y croyait. Donc il me demande de le traduire en français et bon, je dis ok, je vais voir ce MOOC et bizarrement, j'ai reçu une vraie claque. En termes de... Bon, vous avez vu, on a bourlingué, hein, ça fait 5-6 ans qu'on voit des choses, qu'on interviewe des gens, qu'à un moment on s'est installé dans un mode de fonctionnement, même si on est toujours en recherche, en questionnement et en recherche de réponses. Et je ne m'attendais pas, avec cette commande de traduction de MOOC, à tomber sur le modèle qui est proposé dans ce MOOC, qui est le modèle, Régis, des cadrans de l'apprentissage, des modes d'apprentissage. Le schéma des modes d'apprentissage, ouais, le principe du MOOC, donc Richard Elmore, qui est de Harvard X, comment le dire simplement, qui propose un cadran, un schéma en 4 cadrans. Et c'est vrai que c'est une vraie claque parce que qui permet à la fois de conscientiser ses valeurs, ses convictions et le contexte dans lequel on pratique. Et donc, je pense que tu vas projeter peut-être le cadran. Donc, qui va de individuel à distribué, c'est-à-dire dans son mode d'apprentissage ou d'enseignement personnel, est-ce qu'on est plus dans l'individuel ou dans le distribué. Et sur l'autre axe, c'est de individuel à collectif, pardon, et de distribué à hiérarchique à distribuer. Hiérarchique à distribuer. Et c'est vrai que quand on se met, qu'on essaye il y a un test de positionnement au départ, et puis il y a plein de vidéos. Et là, on conscientise les choses, c'est-à-dire de se dire, parfois, pourquoi on se sent peut-être pas à l'aise
dans notre façon de faire? Est-ce que c'est par rapport à aux convictions qu'on a? Est-ce que c'est par rapport au contexte dans lequel on pratique? Et là, il se passe vraiment quelque chose. Ouais, il y a une vraie claque parce qu'on met des mots sur les choses. Voilà, le principe de base de ce MOOC, c'est ce schéma qui est décliné dans différentes sections. Et ben, comme vous voyez le titre, ce MOOC, il s'adresse plus à des pilotes pédagogiques, c'est-à-dire des chefs d'établissement, des formateurs. Et voilà, c'est de individuel. Donc là, il y a les deux axes. Hein. Il y a l'axe, ce que tu disais, alors attends, je retrouve. De collectif à individuel. Individuel à collectif. Et sur l'axe horizontal, on est du hiérarchique au distribué. Pour faire simple, l'individuel, j'aime et je pense qu'on apprend mieux tout seul. Le collectif, j'aime et je pense qu'on apprend mieux à plusieurs. Et ensuite, le hiérarchique et le distribué, j'aime et je pense qu'on apprend mieux quand le cadre est extrêmement prégnant. Distribué, j'aime et j'apprends mieux quand je pense qu'il n'y a pas de cadre. Voilà. Et du coup, ça, c'est pas dit dans le MOOC et c'est un retour qu'on a eu beaucoup. Lui, le MOOC est présenté de façon très rigide. En gros, vous commencez avec un test de positionnement. Je suis ça, je suis ça, je suis ça ou je suis ça. Okay ? Donc, rapidement, dans les forums, on a eu les gens qui disaient « Mais c'est débile, on n'est pas… Oui, c'est débile, mais il y a des mises en garde dans le MOOC qui sont données par Richard Elmore, alors qui lui n'est pas d'Harvard X, mais de la Harvard Graduate School of Education, donc il est de l'ESP d'Harvard, en gros. Et du coup, il dit, le truc c'est qu'une fois que tu t'es situé là-dedans et que tu comprends tes propres convictions sur l'apprentissage en tant qu'apprenant, tu fais une espèce de travail d'introspection et de réflexivité sur comment est-ce que ces convictions sur l'enseignement et l'apprentissage, ces convictions sur mes modes d'apprentissage viennent impacter ma professionnalité en tant, tu le disais, que pilote pédagogique, donc en tant que manager éducatif, que cadre, que formateur ou que enseignant. Nous, derrière pilote pédagogique, eux, ils appelaient ça leaders of learning en parlant des cadres. Un cadre, un chef d'établissement, mais aussi je veux monter ma start-up. Donc là, pour eux, je suis un leader of learning. On est dans un contexte américain, donc si je veux monter ma start-up, ils disent voilà, il faut que tu saches si tu montes ta start-up, est-ce que tu vas monter une école privée, genre une école privée où il faut saluer le drapeau, tout ça, genre Espérance banlieue, ou est-ce que tu vas monter un site de diffusion ou d'hébergement de MOOC. En gros, c'est ça la proposition. Mais là, on fait le test de positionnement. Et on se dit, nous, le premier truc qu'on a fait, on a commencé le soir, vous imaginez. Ouais, alors t'es quoi, tout fébrile. Bon, quand on est instit, en général, on arrive spontanément ici, quoi. Dans le collectif hiérarchique, c'est-à-dire un bon cadre, des valeurs, formation citoyenne, un programme qui va tout droit. Mais par contre, comme on est, nous, issus de la fin des années 90 en termes de sensibilité, de formation pédagogique, on est plus dans du socio-constructivisme, de la pédagogie de projet, donc on se retrouve vite là. Mais on s'est rendu compte, au travers des expertises, au travers des explorations qu'on a pu faire ces 6 dernières années, qu'on est forcément aussi arrivé aussi au modèle collectif distribué. C'est-à-dire, on apprend mieux ensemble et on apprend mieux quand c'est le sbeul, quand c'est le bazar, quand, voilà, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de… En tout cas, il n'y a pas de hiérarchie qui est clairement donnée, il n'y a pas de programme à suivre. Donc nous, on a nuancé en disant, quand je suis instit, je suis plutôt là, pour de vrai. Quand je suis tweeté, ou quand j'ai ces objectifs de formation, je me retrouve plutôt là. Et moi, en tant qu'apprenant, je fais quand même quelques MOOC. Et quand je suis en MOOC, je suis en individuel distribué. Là, l'image, elle est extrêmement bien choisie, dans le sens où j'aime bien qu'il n'y ait pas forcément que je sois maître du cadre d'apprentissage, le temps, l'espace. Mais par contre, j'aime bien bosser tout seul. Voilà, j'aime pas qu'on me demande de faire des trucs avec les autres. Moi, j'aime bien qu'on me dise, tu fais comme ça avec un prof qui parle. Et nous, on s'est pris une claque parce qu'on s'est dit, ce modèle-là, aussi simpliste qu'il puisse être quand on le découvre, si on bouge le curseur et si on se dit, il y a les situations d'apprentissage et d'enseignement, elles sont forcément polymorphes. Et du coup, c'est ça qui fait glisser le curseur sur les 2 réglettes horizontales et verticales. Et ça éclaire un certain nombre de choses. Ouais. Et le simple fait de conscientiser, moi je disais, je comprends pourquoi je suis beaucoup plus à l'aise maintenant à Canopé, qui est dans une autre structure que quand j'étais dans l'éducation nationale, dans une classe. Voilà, ça ne correspondait pas totalement, mais je n'arrivais pas à mettre les mots dessus, ou je ne le comprenais pas bien. Voilà. Et ce positionnement-là, mais juste d'en prendre conscience. Et on a eu ce retour de beaucoup de participants au MOOC qui disaient « Ah ouais, ça assoit des choses, ça a l'air de rien, mais voilà, derrière ce modèle un peu rigide, qu'on bouge le curseur et qu'on s'y retrouve vraiment. »
Celui-là, par contre, il est encore accessible. Eh ben, il est accessible dans sa version anglaise parce qu'il tourne en continu. Donc sur le, peut-être que tu peux mettre les références au tableau. Là, ce que vous voyez, c'est la version fun. Donc qui était en français, qui a été traduite, mais pas seulement traduite. Ce qu'on a eu, nous, comme retour des participants, des retours positifs, c'est le fait qu'on a ajouté des exemples francophones. Donc à chaque section, on a ajouté des exemples d'écoles, des exemples de start-up, des exemples d'initiatives individuelles d'enseignants qui ont donné la plus-value au MOOC. Je vous disais les MOOC tout à l'heure, quand on disait on commence un MOOC, on l'abandonne, on a eu des extrêmement bons résultats sur ce MOOC pour de vrai parce que plus d'un participant sur 3 est allé au bout du MOOC. Plus d'un participant sur 3 qui a commencé le MOOC. Et vraiment, c'est quelque chose d'inédit, notamment qu'on n'a pas connu avec les MOOCs aventuriers. Régis, qu'est-ce que tu as mis? Non, je mettais sur edX. Là, il est encore toujours accessible en version anglaise. Donc là, c'est de l'anglais. Ah, attendez, parce qu'on va peut-être avoir une surprise et c'est vous qui allez nous l'annoncer parce que du coup, on a fait un contrat de partenariat avec Harvard. Ils perdent pas le nord, les mecs. Hein. Et ils nous ont dit, bon, dans le contrat de partenariat, on leur livrait toutes nos traductions sans rien demander en échange. Donc, il se peut que très prochainement, vu qu'ils ont les traductions que nous, on a fait pour notre version française, vous retrouviez les traductions, parce que pour l'instant, il est disponible en anglais et en espagnol. Donc, il se peut qu'il soit disponible en français avec des traductions dont on n'est pas fier. On rigole parce qu'on a passé des heures et des heures et des heures sur cette traduction qui a été, je crois qu'il y avait des collègues d'anglais, on disait tout à l'heure, non ? Bah oui, toi forcément, Guylaine, qui a été un super exercice parce qu'on s'est rendu compte que là, en fait, on ne cherchait pas des traducteurs, mais des experts métiers. Ouais. On s'est rendu compte, nous, on s'est senti très à l'aise. On est légèrement anglophone, enfin normalement anglophone. Donc pour nous, c'était une montagne à gravir. Mais on s'est vite rendu compte que ce dont on avait besoin, c'était pas d'un traducteur, c'était d'experts métiers pour la traduction des termes, pour l'approche. Et puis des fois, franchement, si on le livrait en brut avec ce qui était dit, avec une approche très anglophone, en France, en métropole, ce serait jamais passé, quoi. Jamais, jamais. Donc à un moment, il a fallu arrondir quelques angles via la traduction, prendre quelques libertés, parce que sinon, les gens, dans le contexte franco-français, ils auraient dit, vous vendez l'école, quoi. Mais bon, et ces 4 cadrans se font sans aucun jugement. Et c'est ça qui est extrêmement appréciable dans le MOOC. C'est-à-dire qu'à un moment, et je crois qu'on l'a senti dans certains retours de participants, on avait genre, là, c'est mal. Là, ou en tout cas, c'est moins bien. Là, c'est moderne et là, c'est génial, quoi, tu vois. Et vraiment, quand on regarde les premières capsules, et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que quand on va aborder le design de la classe, on en reparlera demain au hackathon de la BU, c'est-à-dire l'aménagement de l'espace d'apprentissage, quand on va parler des pilotages pédagogiques, quand on va parler... Ils sont pris au prisme de ces quatre cadrans sans aucun jugement. C'est-à-dire, si tu te sens plutôt à l'aise dans l'individuel hiérarchique, que ta classe est organisée comme ça, tu es en accord avec toi-même. Tu es en accord avec toi-même, tout est bien. Et comment est-ce que tu peux aller plus loin dans l'aménagement de ta classe en sachant que toi, le modèle pédagogique avec lequel tu es à l'aise, c'est plutôt le cadran individuel hiérarchique. Il ne dit pas, attention, maintenant va falloir bouger, mettre en îlot. Non, c'est pas du tout l'idée. Au contraire, il va mettre en garde contre ça. C'est Richard Elmore, E-L-M-O-R-E, de la Harvard. O-R-E. Tu veux que je l'écrive? Tu l'écris? Voilà. Donc ça c'est vraiment moi je pense que c'est un MOOC à faire. En plus il est ultra rapide. Ouais, il est très impressionnant dans la structure parce qu'il y a beaucoup de capsules répétitives, mais elles sont très courtes. Et les retours des apprenants aussi, c'est qu'il n'y a même pas besoin de regarder les vidéos. Des fois, le PDF en bas, ça aussi sur les MOOC. Hein. Moi, je ne regarde pas les vidéos. Souvent, je lis les PDF. On est dans la suite, là. Ouais. Alors, il reste une demi-heure, Régis. Vous l'avez oublié. On passe au 40 minutes. Il faudrait garder des pratico-pratiques. Ouais. Allez. Un petit mot sur le SAMR? Ça vous dit quelque chose à tous? On peut passer si vous... Vas-y, Rémi. C'est une insulte? SAMR. Donc le modèle SAMR, on aime bien en parler. Attends, mais est-ce que quelqu'un est à l'aise avec le modèle SAMR et pourrait expliquer ce que c'est? Ah oui, c'est ça. Guylaine. Bah ça c'est en fait, encore une fois, pourquoi ça m'intéresse, encore une fois, ça aide mes fonctionnaires stagiaires quand on réfléchit à l'utilité du numérique, tout simplement. Parce que voilà, on se pose plein de questions.
Moi aussi, je pensais qu'au début, c'était fantastique, hein, le numérique, et je suis vraiment à 500% pour le numérique, mais plus ça va, et plus je m'aperçois, et que de temps en temps, bah, il vaut mieux tout poser et reprendre un stylo. Donc il y a quand même une réelle réflexion à avoir, donc c'est pour ça que j'ai introduit ce modèle avec les étudiants. Donc en fait, avec ce modèle-là, bah, comme vous voyez, il y a quatre étapes. La première, vous avez en haut à gauche, c'est la phase de substitution. Alors, j'arrive pas à lire là où je suis. Là, je peux lire, la technologie ne fait que répliquer aucun changement fonctionnel. Voilà, donc, tout est dit. Donc en fait, c'est sur les, si vous voulez, avec ce modèle-là, c'est sur la façon dont on va utiliser les technologies et le rôle que les technologies vont avoir. Donc pour aller à, est-ce qu'on fait la même chose avec la technologie que ce qu'on fait de façon traditionnelle, ou est-ce qu'on va faire des choses complètement nouvelles, vous voyez, des tâches complètement nouvelles qu'on ne pouvait pas faire avant, justement avec notre stylo. Donc la substitution, après il y a la phase d'amélioration. La technologie agit comme substitution directe d'outils avec amélioration fonctionnelle. Donc concrètement, c'est les tâches traditionnelles par exemple, mais avec une amélioration. Donc il y a quelque chose qui est facilité quand même avec l'outil numérique, mais on reste dans des choses qu'on savait faire avant et qu'on faisait déjà avant, des tâches qui étaient quand même assez traditionnelles. Ensuite, on arrive à la phase de modification. La technologie permet une reconfiguration significative de la tâche. Voilà. Donc une tâche qui n'est pas complètement nouvelle, mais qui prend de nouvelles formes. Et puis enfin, on a la dernière phase, donc ça c'est la phase de redéfinition. La technologie permet la création de nouvelles tâches auparavant inconcevables. Voilà. Donc pourquoi est-ce que j'étudie ce modèle-là avec les étudiants? C'est pas pour leur dire qu'il faut se servir du numérique uniquement pour faire de nouvelles tâches, hein. C'est juste pour les amener à réfléchir à l'utilité du numérique et à la raison pour laquelle ils vont utiliser le numérique. Est-ce que c'est pour faire des choses complètement nouvelles qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce que finalement c'est pour faire les mêmes choses mais différemment? Est-ce que c'est pour faire les mêmes choses mais de façon un petit peu plus simple? Encore une fois, pour moi, ce modèle, c'est pas un modèle qui dit il faut absolument être dans la redéfinition des tâches, parce qu'il y a des choses qui, à mon sens, marchaient bien avant. Voilà. Mais il y a une réflexion à avoir et ce type de modèle permet au moins de mener cette réflexion. Il a l'avantage d'être extrêmement simple, avec son petit nom, on le retient assez facilement avec l'acronyme SAMR. Et il permet de se positionner, c'est-à-dire de parfois de se poser une question, de dire ok, je veux utiliser un outil numérique, là, mais est-ce que je ne suis pas juste dans le petit gadget pédagogique parce que, bon, pourquoi pas hein, aussi, mais au moins de se situer, de dire, voilà, je suis dans cette pratique-là, peut-être à ce niveau-là, peut-être qu'en allant fouiner un petit peu, je peux aller un peu plus loin dans la redéfinition, par exemple. Ouais, deux exemples, je vais en prendre un à chaque extrémité sous le couvert de Régis et de Guylaine. La substitution, c'est un exerciceur sur tablette. Okay. L'exerciceur sur tablette, c'est-à-dire que le môme peut le faire sur le cahier, mais là, il utilise la tablette pour le faire. Alors, moi, j'y vois non seulement que de la substitution, mais plein d'inconvénients, dans le sens où on va avoir des petits bruits, on va avoir des distracteurs, ça va nous embêter. Le môme n'écrit pas, donc il perd en plus. Enfin, après, on peut moduler, hein, parce que je regarde encore Delphine, parce que je me dis, pour certains mômes, peut-être, à besoin spécifique. Non, mais c'est vrai, ça peut être un môme qui a du mal à écrire, bon, peut-être qu'il a recours aux tablettes, mais ça, c'est très particulier. Voilà. Et puis, derrière, des inconvénients, il n'écrit pas, ça ne marche pas parce que vous savez que le numérique, ça ne fonctionne pas souvent, en tout cas pas quand on a envie que ça fonctionne. Donc voilà, pourquoi mettre un exerciceur sur tablette? Il faut bien penser alors qu'on peut le faire sur cahier. La redéfinition, je pense typiquement à la création de capsules vidéo par les élèves à partir d'une tablette, notamment avec une capsule que j'avais vue dans la classe de François Lamoureux qu'on a aperçue tout à l'heure, ça m'a fait plaisir, il était tellement jeune à l'époque. C'est de se dire, je crée une capsule vidéo, donc les mômes, on leur demande de faire un petit tutoriel pour les copains sur une capsule vidéo, et là on voit toutes les compétences qui doivent être mobilisées derrière. Et je me souviens de Voices, qui est devenu Spark maintenant, qui est vraiment un must-have de la création de capsules rapides, de petits didacticiels sur tablette, et sur toutes les tablettes et sur tous les OS maintenant, il me semble. C'est que les mômes dans la classe de François, il leur a dit, faites un tuto pour expliquer comment est-ce que vous concevez des capsules avec ce logiciel-là. Et on voit que les mômes, ils passent par la scénarisation de la capsule, donc ils ont recours à un storyboard, donc ils sont dans de la planification, ils sont dans de l'écriture, après ils ont la prise en main de l'outil, après ils ont l'enregistrement, mais là on a mal enregistré l'audio, ils ont le choix des pictogrammes. À l'époque, c'était un bonheur Voices parce que tout était en anglais. La bibliothèque d'icônes était
énorme, super riche, mais tout était en anglais. Et là, on a vu fleurir chez nos collègues les plus utilisateurs de cette solution des espèces de répertoires collaboratif où chaque mot me disait maintenant je sais comment on dit prof, je sais comment on dit chat, et pour que les autres galèrent pas à chercher, ils se créent leur répertoire. Et tout ça, vous voyez, vous allez peut-être, si on se retrouve dans d'autres formations, découvrir que nous on est des adeptes du papier et du crayon, et on est vraiment des adeptes du numérique, vraiment par touche, et là où vraiment ça va être un déclencheur de quelque chose. Et la création de cette capsule, le storyboard, il était, enfin le scénario-image, il était sur un papier, sur une feuille A3, cette espèce de répertoire français-anglais dont je vous parlais, c'était une affiche de classe, et tout se faisait sur papier-crayon. Et vraiment, la touche finale, c'était la conception. Ce que vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure sur Twicté, c'est exactement la même chose. Twicté, ça se fait en classe avec un smartphone et une connexion cellulaire. Et une ardoise Velleda. Et des ardoises Velleda, une ardoise Velleda. Il y a un petit gros mot ici, catacrèse. Ça rejoint ce que tu dis. C'est l'idée de détourner un outil. Tu parlais d'Adobe Spark. C'est pas du tout un outil éducatif à la base. C'est du Adobe. Donc vous voyez, c'est des logiciels professionnels. Ce sont eux qui font Photoshop, Adobe Premiere Pro. Mais les enseignants, dès qu'ils voient un outil approprié par les élèves, et là c'était vraiment le cas. Si vous connaissez peut-être pas Adobe Spark, allez voir. Il y a des élèves de maternelle qui font des capsules vidéo avec, tellement c'est simple à prendre en main. Donc les enseignants utilisent ce qui est facilement appréhendable. C'est pour ça qu'on a vu fleurir, à cette époque-là, je repense, peut-être moins aujourd'hui, mais l'utilisation d'Evernote en classe, ces outils-là. Et certains faisaient les gros yeux en disant « mais c'est des outils, c'est pas pour les classes ». N'empêche que c'était tellement facile à prendre en main et tellement pratique pour les enseignants et pour les élèves qu'ils ont utilisé ces outils-là. D'où aussi pourquoi l'utilisation du réseau social Twitter, parce qu'il était facile à prendre en main, parce que les enseignants étaient là. Ça s'est fait comme ça. C'est le choix de l'outil parce qu'il est utile, pratique et facile à prendre en main. Et on le détourne pédagogiquement quelque part. Là si vous vous souvenez un petit peu de l'horloge des années, le cercle des années, il y a eu une évolution. Nous, on est arrivé vraiment à une période où on pouvait tout faire avec le numérique. On se posait moins, et tant mieux si les choses ont évolué, on se posait moins les questions autour de la RGPD, de ce genre de choses. Mais c'est vrai que si on prend ce que vient de dire Régis, pourquoi utiliser, si je vous fais bondir, vous avez le droit de crier. Pourquoi utiliser un SPIP si je peux utiliser une page Facebook ? En fait, c'est ça. Pourquoi utiliser un blog très compliqué pour la publication alors que tout le monde sait utiliser la publication sur Facebook? C'était vraiment l'idée, l'esprit en tout cas du développement du numérique à cette époque, se dire on va utiliser des outils tout venants où les professionnels, les enfants et leurs familles vont pouvoir avoir facilement accès à ces outils-là sans qu'on ait besoin de faire une formation pour leur expliquer comment fonctionne l'outil. À partir du moment où on fait une formation pour expliquer comment fonctionne un outil, c'est que l'outil n'est pas forcément viable, à mon avis. Ah oui, je l'avais oublié, elle. Ah, moi, j'aime bien celle-ci. Tu as noté le timing? 8,27, je dirais. Une petite vidéo, parce qu'on est dans les modèles, on a cette vidéo que j'ai retrouvée grâce à Maran, et je le remercierai jamais assez parce qu'à chaque fois je l'oublie. Tu sais, c'est la vidéo de Lalonde, là, où il va croiser. Alors c'est bien parce qu'on ne va pas vous réexpliquer la zone la zone proximale de développement, ni le mot me revient pas. C'est pas la typologie de Bloom, la taxonomie de Bloom. Donc lui, il croise, c'est bien, donc on est tous au clair avec ça. Et lui, il croise les deux et il l'applique à l'utilisation du numérique, en fait. D'un outil numérique. Ouais. D'un outil numérique. Et c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, j'aime bien cette petite ressource. Donc là, il a parlé pendant 8 minutes 27. Je ne peux pas vous prouver ce que je m'apprête à vous dire. Mais ma collègue Judith et moi croyons qu'il s'agit d'une idée qui vaut la peine d'être explorée. Alors voilà. Lorsqu'on enseigne, on fixe un objectif d'apprentissage pour les élèves, l'apprentissage ciblé. Pour soutenir les élèves dans l'atteinte de la cible, on tente d'offrir le ou les meilleurs moyens ou techniques qui permettront d'acquérir ce nouveau savoir, nouvelle stratégie ou de favoriser le développement de la compétence impliquée. Appelons ça l'activité d'apprentissage idéale. L'apprentissage ciblé devrait se trouver à l'intérieur de la zone proximale de développement de l'élève, quelque part dans le voisinage. Inutile de cibler ce que l'élève connaît déjà, évidemment. Nous croyons que l'activité d'apprentissage choisie devrait demander à l'élève de mobiliser les savoirs déjà connus ou maîtrisés d'un autre niveau de la taxonomie de Bloom. Considérons ceci pour un instant. Si vous souhaitez développer une nouvelle stratégie d'analyse ou d'évaluation, peut-être bien qu'il est préférable que vous soyez assez familier avec les données.
Comme ça, vous serez davantage en mesure de valider si la nouvelle stratégie fonctionne sans vous empêtrer avec des données qui vous confondent. Si vous avez l'intention de créer quelque chose avec cette nouvelle stratégie d'analyse ou d'évaluation, il est très probablement préférable d'emprunter dans la pile des choses que vous êtes déjà à l'aise de créer. Voyez-vous le revers de la médaille qui commence à se montrer ici? Si l'activité d'apprentissage en elle-même tombe dans votre zone proximale de développement, en même temps que l'apprentissage ciblé, il y a de très bonnes chances que cette activité prenne le plancher au détriment de l'apprentissage qui était visé. Un exemple. Imaginons que la tâche qui vous est proposée est de créer une présentation multimédia où vous expliquerez quel système gouvernemental est le meilleur entre le parlementaire et le présidentiel. Ouf, c'est du cours solide, ça. L'apprentissage ciblé par l'enseignant ici est que l'élève découvre et comprenne les différences entre les deux formes de gouvernance. La tâche principale est un travail somme toute accessible d'analyse et d'évaluation, de loin préférable à un bête exercice de mémorisation. Jusque-là, magnifique. Mais si les stratégies de communication et la compétence à exploiter les technologies nécessaires à la création de la présentation multimédia représentent un défi supplémentaire et simultané, les chances sont que l'élève va consacrer un temps fou à raffiner sa communication et explorer le logiciel au lieu d'apprendre les similitudes et les différences entre les deux formes de gouvernance. À l'inverse, si l'élève est à l'aise avec la techno et que ses stratégies de communication sont solides, ben alors la tâche était en plein dans le mille. La nuance à retenir ici est que des élèves différents auront des zones proximales de développement différentes. Voyez-vous comment la technologie peut devenir l'ami de la pédagogie comme son ennemi ici? À moins que vous soyez prof d'informatique, la technologie ne devrait jamais être l'apprentissage visé comme tel. Comme c'est le cas dans les meilleures activités d'apprentissage, la technologie est un outil de création extraordinaire. Elle est incomparable pour l'analyse et l'évaluation parce qu'elle permet d'organiser l'information plus efficacement, d'étudier les données sous différents angles et qui s'en passerait comme outil de référence aujourd'hui. Mais c'est aussi ultra important de tenir compte que la zone proximale de développement ne sera pas la même d'un élève à l'autre. Il n'y a pas de raison réellement valable de demander à toute la classe de produire la même chose, de la même façon, en utilisant les mêmes outils. La même cible? Oui, bien sûr. La même façon d'atteindre la cible? Pourquoi? Des objectifs communs, c'est important, mais les moyens qu'on prend pour les atteindre n'ont pas besoin d'être communs. J'espère que cette petite théorie maison pourra vous être utile dans votre pratique enseignante. Moi, je serais curieux de connaître vos réactions, ce que vous en avez compris, parce que moi, il a fallu que je la regarde 2-3 fois pour la comprendre, mais je suis un peu longuet quand même. Mais ce que vous retenez de ça en quelques mots, ou en quoi ça résonne dans vos pratiques personnelles, professionnelles? Ou pas du tout. Ou pas. Moi, c'est marrant quelque chose qui m'interpelle comme en tant que prof de langue pour le temps. Parce qu'à la fois, là, on parle de la technologie et c'est un petit peu la même chose pour un prof de langue. C'est peut-être des objectifs culturels, qui réfléchissent au système, à l'éducation, au système éducatif néo-zélandais. Puis en même temps, tu leur fais faire un exposé, mais il faut qu'ils parlent anglais. Et c'est pareil. Du coup, voilà, ça m'interpelle par rapport à ça, par rapport aux objectifs. Et puis aux difficultés qui pourraient se rencontrer. J'avais une deuxième chose à dire, mais je sais plus ce que c'est. Moi, ce que je disais, c'est qu'on rencontre souvent ça quand justement, par le problème de la maîtrise des outils, et puis le fait que tu peux avoir des outils, comme ce sont des outils informatiques, qui rencontrent des pannes, des bugs, et qui font qu'après que tu as toute ta séance qui se plante, parce que tu as tout concentré là-dessus, et alors, en fin de compte, tu n'as pas développé les savoir-faire, tu n'as pas développé de savoir, parce qu'en fin de compte, tu as passé ton temps. Alors en plus, si le prof ne maîtrise pas les outils informatiques ou les outils électroniques qui sont en lien, c'est la catastrophe, la séance elle tombe complètement. Si en fait l'enseignant n'a pas réfléchi à une substitution au cas où... ouais, le plan B, toujours. Voilà, le plan B. Ouais. Et ouais, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal théorisé sur les pratiques quotidiennes des enseignants. Bon, en tout cas, ce qui est important là-dedans, c'est l'idée du plan B. C'est sur le fait aussi que l'outil peut dépasser ce qu'on a à dire dedans, parce qu'on est dépassé par l'outil.
pense que l'élève, il peut y être facilement confronté. Parfois, ils font des beaux diaporamas, mais tout est creux dedans, donc il faut veiller à ça aussi. Enfin, c'est bien. Et moi, j'ai été confronté à ça avec ma fille là, qui passe un bac techno. Donc, ils ont un projet 75 heures, elle est en design et en art appliqué. Et du coup, la synthèse doit être faite sur un PowerPoint. Les mômes ne sont pas forcément habitués à cette techno-là. Donc, il a fallu qu'elle pense le contenu et l'utilisation et la mise en forme. Parce que comme elle est en design et en art appliqué, elle ne peut pas se planter non plus sur un PowerPoint qui serait un peu crado. Et je trouvais que de croiser les trois, ça complexifiait énormément les choses. Ouais. Alors, c'est étonnant. Hein. C'est quoi? C'est des slides qui sont garnis alors? Ouais, c'est ça. Bon, après, oui, elle a utilisé une autre solution que PowerPoint qui est beaucoup plus simplifiée, à mon avis. Non, c'était un Google Slide. Mais en fait, voilà, dans toute la logique des outils embarqués de chez ce grand géant américain qui dévore tout, bah, c'est plus simple. C'est comme si des fois, il vaut mieux commencer par Google Sheet que par Excel et après arriver sur Excel. Ouais. Et exactement comme ça, son père peut corriger les erreurs d'orthographe derrière. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Ouais, donc je pense que dans la vidéo de Lalande, là, on a vraiment un écueil à éviter de dire en gros, tu introduis pas une techno en même temps que tu écris la tâche. Ou justement, je trouve que c'est extrêmement propice au travail de groupe parce qu'on va avoir un élève qui va être moins à même de maîtriser les contenus, mais pour le valoriser et pour vraiment enclencher sa participation dans l'apprentissage, si lui, il est à l'aise sur la techno et que les autres sont producteurs de contenu, il sera de toute façon par capillarité en lien et en conversation avec les contenus d'apprentissage, puisqu'à un moment, il va falloir qu'il en fasse quelque chose. Bon, après, moi je reviens 2 secondes parce que quand on travaille dans les sciences, hein, moi je suis enseignant en sciences au départ, le problème c'est que souvent, pour comprendre des mécanismes ou comprendre des phénomènes, ça nécessite en même temps de maîtriser un outil qui permet de faire les mesures. Et là ça complexifie encore différents. C'est exactement ça. Ouais. Parce qu'en fait, il faut maîtriser l'outil pour pouvoir comprendre la connaissance. Ouais, c'est clair. Et en fait, le temps étant extrêmement limité, parfois, c'est vraiment une gageure. Ouais, je pense à R en data analyse par exemple. C'est-à-dire que voilà, si tu apprends à coder en Python, mais ta logique de codage en Python, elle est liée à ce que tu veux faire de tes données. Donc beaucoup plus prosaïquement, moi je pense à ce que des chercheurs disent on vous a parlé un peu du dispositif dicté, dans la partie numérique, taper avec un clavier. Ça s'apprend. On n'apprend pas à taper au clavier en juste demandant à des élèves de recopier des textes, des choses comme ça. Non, il y a des placements de doigts, des choses que je ne connais pas moi-même. Ouais. Ils disent le clavier a une plus-value pour les élèves à partir du moment où on leur apprend vraiment à taper au clavier, quoi. Et pas juste à dire je te file un ordi parce que tu es un élève à besoin particulier. Par exemple, dans les classes d'enseignants pas formés, justement ça, on dit il a un ordi et je ne comprends pas. Et ça se passe, non, il n'a pas appris à taper avec l'ordinateur. Donc, si on n'apprend pas l'outil, quand il y a besoin d'apprendre l'outil, mais juste l'outil en lui-même, déconnecté du contenu ou de ce qu'on peut en produire, ça ne marchera pas. Et du coup, dans la séquence d'apprentissage, dans la séquence d'enseignement, la cible d'apprentissage peut varier. Enfin, après, tu as raison, c'est une question de temps aussi, selon le temps que l'on a, mais au début, ça va être peut-être la maîtrise du clavier, et puis dans la séquence sur la tutelle, là, on va arriver sur la maîtrise de la langue. C'est ça, voilà, ça se décale. Alors Fabien, il y a 3 dimensions pour évaluer une solution numérique. Ouais, pour évaluer une solution numérique, Régis, ou pour évaluer la pertinence de l'intégration d'une solution numérique, ou si on est nous-mêmes accompagnants, de la façon dont on va... Ah, vous l'avez faite celle-ci déjà? C'est vrai? Ah bah alors... Ça s'applique à toute formation. Ok, en tout cas nous on aime bien, et puis c'est quelque chose qui a été théorisé par quelqu'un qu'on aime bien aussi, il faut le dire, on manque complètement d'objectivité, c'est André Tricot. Donc voilà, quand on propose à un enseignant, on va dire, on accompagne un enseignant, on va lui proposer un outil numérique, on va toujours se poser la question, vous semblez y être sensibilité de l'utilité, l'utilisabilité, l'acceptabilité. Régis, est-ce que tu peux pointer à chaque fois sur chacune? Alors ça, nous on a mis les critères, oh là là, t'es trop fort. Les critères un peu maison, hein. Là on a remixé tout ça. Donc l'utilité.
Est-ce qu'il y a une adéquation entre l'objectif, le scénario et l'apprentissage qu'on veut qu'il soit réalisé? Est-ce qu'il y a une adéquation entre la solution numérique et la connaissance à acquérir? Oui, c'est vrai, si je veux faire de la web radio par exemple et que je pars sur un PowerPoint, c'est peut-être pas le bon outil. La différence entre la connaissance initiale et les connaissances terminales, ça c'est plutôt en termes d'évaluation de l'utilité. La mobilisation, la régulation et l'évaluation des processus cognitifs. Donc est-ce que directement quand on propose notre solution, est-ce qu'elle est utile? C'est-à-dire que l'enseignant en face, est-ce qu'il va clairement voir les possibilités d'utilisation, de régulation et d'évaluation de cet outil? Je vous lis, je suis désolé, c'est pas bien de lire quand on présente, mais... Donc sur ce deuxième critère, est-ce qu'il y a une possibilité d'apprendre à utiliser le système qu'on va utiliser, l'outil? Donc là c'est... Attends Régis, excuse-moi. Là c'est l'utilisabilité. D'accord. En gros, c'est plutôt tout ce qui est du côté de l'ergonomie. Ouais. Est-ce qu'il est ergonomiquement acceptable par l'enseignant? Par l'élève aussi. La gestion et prévention des erreurs, est-ce qu'elle est prise en compte? Est-ce qu'il y a une mémorisation du fonctionnement de cet outil à prendre en compte? C'est ce qu'on disait sur il faut une formation et se souvenir de la formation pour utiliser l'outil. Au préalable. Est-ce qu'il est efficient? C'est-à-dire que par rapport au temps passé, est-ce que ça vaut la peine de passer du temps à apprendre à utiliser cet outil? Ou peut-être en chercher un autre, ou abandonner l'idée si c'est trop chronophage. Le sentiment de satisfaction dans ce que je peux produire ou dans l'utilisation que j'ai de cet outil. Le guidage et l'incitation. Je sais pas là, dis-moi. Dans l'utilisabilité, c'est à quel point je peux me sentir accompagné à quel point l'accompagnement qu'on me propose rend l'outil utilisable. Je sais que si je vous propose Slack maintenant et que je vous dis maintenant vous utilisez Slack et vous vous débrouillez, le degré d'utilisabilité il est très faible. Ouais. Par contre, si je vous dis on va utiliser Slack, je vous propose de créer un groupe, de vous envoyer un lien, je vous y retrouve pour un premier message d'accueil et on continue à échanger. Là, vous allez augmenter le degré d'utilisabilité de l'outil numérique. Est-ce qu'il y a des feedbacks immédiats, positifs ou négatifs? Positifs, je pensais par exemple, on parlait tout à l'heure de la solution pour faire les capsules vidéo d'élèves. Ce qui passionnait les élèves, c'est que d'un clic, on pouvait juste changer la musique, transformer la présentation avec rien d'autre qu'un petit clic. Donc là, il se passe tout de suite quelque chose et on peut améliorer les choses. La charge de travail impliquée, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'efficience. Ouais. Le sentiment de contrôlabilité qu'on a de cet outil, est-ce qu'on s'y sent à l'aise? On a l'impression vraiment de le maîtriser ou d'être perdu. L'adaptabilité de cet outil, on peut peut-être venir à ces idées d'élèves à besoins particuliers. Est-ce que l'outil peut être adapté à tous? Et j'ai envie de rajouter sur adaptabilité, est-ce qu'on peut s'en servir pour faire autre chose que ce pourquoi on l'a utilisé premièrement? C'est-à-dire que le temps que j'ai investi dans la prise en main, c'est pas juste pour faire des dictées ou c'est pas juste pour faire des sciences, mais je vais pouvoir l'appliquer pour mettre un plan de travail interactif avec les élèves, donc là il est vraiment transversal. La gestion des erreurs, je pense que c'est une redite. L'expérience utilisateur, hyper important. On le sait tous, quand on met les mains dans un logiciel et qu'il y a 15 000 menus ou qu'on ne comprend pas, on fait vite marche arrière et on arrête. Donc est-ce que cette UX, l'expérience utilisateur, elle donne envie de se lancer dans la prise en main du logiciel ou de la solution? Et le troisième point sur l'acceptabilité, vous êtes sensibilisé à ça, on est plutôt du côté des affects et de la subjectivité, c'est-à-dire que est-ce que je suis motivé à prendre cette solution en main et pourquoi? Est-ce que cette solution elle correspond à mes valeurs ou pas? Typiquement, on a parlé tout à l'heure de Google Slide, le formateur arrive et vous dit Google Slide c'est génial. Et vous, idéologiquement, vous êtes très au clair avec ça et non, vous n'utiliserez pas de solution Google. Donc là, l'acceptabilité, elle est impactée. Donc nous, en termes de formateurs, on propose PowerPoint, Google Slide, la solution OpenOffice et on va en proposer plusieurs derrière. Donc ça, c'est plutôt les valeurs, les cultures aussi. Nous, on commence à découvrir le contexte numérique polynésien. Et hier, par exemple, dans la discussion avec Tabaré et Émilie, cette histoire d'utiliser Facebook comme un moteur de recherche, c'est fascinant. Donc, on vient dans une culture, il y a une culture numérique territoriale, localisée, dont il faut avoir connaissance. C'est vrai pour ce territoire géographique qu'est la Polynésie, ça peut être vrai pour un territoire scolaire, par exemple. Donc, bien observer, un petit peu essayer de bien comprendre la culture numérique d'un établissement ou d'un individu au moment où on veut lui proposer une solution numérique.
L'adéquation à la commande institutionnelle, bon, on est à peu près tous fonctionnaires ici, donc on a aussi pour devoir de respecter ce que nous dit l'institution en termes de solutions numériques. Les attentes des apprenants, Anouk l'évoquait tout à l'heure sur la maîtrise des outils par les élèves, bah, là ça peut être intéressant. Quand un élève, combien de fois on a entendu des élèves dire bah non, moi je ne vais pas sur le site que le prof de SVT, je ne sais pas pourquoi je dis prof de SVT, je suis désolé, le site que le prof de SVT a mis en place parce que bah non, moi j'y vais pas, moi je suis sur Insta, mais je suis pas sur le... Alors, il faut peut-être à un moment se prendre ça en compte et dire si les mômes vont sur Insta, qu'est-ce que moi je peux faire avec Insta en restant dans les clous pour leur proposer, voilà, je pense qu'on peut faire d'Instagram un mini ENT, quoi. Donc les caractéristiques des apprenants, j'ai encore regardé Delphine sans la regarder en disant là il faut aussi tenir compte des capacités des élèves. La présence de matériel nécessaire qui normalement devrait être tout en haut de la liste, hein. Bien sûr. On aurait dû commencer tout ça par ça. Voilà, de quoi je dispose? Bah, on disposera que du téléphone de l'enseignant avec une connexion cellulaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et ça aussi, c'est vraiment à prendre en compte dans l'acceptabilité. La planification est suivie, lisible et cohérente de, effectivement, j'utilise cet outil, mais moi, je peux avoir des feedbacks professionnels. Il va me permettre de planifier des activités, de traiter un petit peu de données derrière pour savoir quelle a été son efficacité. Et puis, c'est le deuxième point, là aussi, sur la visibilité des résultats. Alors ça, vous avez bien compris que ce n'est pas des questions qu'on se pose avant d'utiliser un outil, hein. C'est la recherche qui est venue voir comment ça se faisait. Il y a un côté très intuitif, c'est-à-dire quand je vais prendre un outil en main, je vais très vite placer le curseur et me dire j'arrive à le prendre en main ou j'y arrive pas, ça ne va pas être acceptable pour mes élèves, l'institution ne veut pas que j'utilise cet outil, etc. Le curseur va se placer très très vite, mais ça vaut la peine du coup de regarder cette grille et de se dire ah ok, peut-être que là je peux glisser ce curseur de ce paramètre pour aller chercher autre chose et adapter à mes besoins ou encore une fois parfois abandonner l'idée, hein, carrément. Ah, donc, c'est ce qu'on ne va pas faire. En général, c'est ce qu'on ne fait pas, hein. Vous savez, on prévoit une activité, puis en formation, on ne la fait jamais. C'est beaucoup plus simple. En tout cas, nous, on tenait à vous parler d'un outil, parce que on pensait aussi que c'était important de manipuler. Je suis désolé, hein, Maran, mais on va juste le présenter, l'outil. Parce que, Régis, pourquoi est-ce qu'on a choisi donc, cette plateforme collaborative Slack ? C'était ce que je vous disais en introduction, je crois. On s'est posé la question de quel était un peu le dénominateur commun de tous ces projets. Et on s'est rendu compte que c'était une plateforme où on travaillait, on collaborait, où les enseignants, et même plus d'ailleurs, collaboraient entre eux, qui est une plateforme qui s'appelle Slack, qui encore une fois n'est pas du tout une plateforme dédiée à l'éducation au départ. C'est comment on peut dire, une messagerie réseau social privée. On invite des personnes, là il va vous montrer un petit peu Fabien, où on peut créer des chaînes, échanger, partager des documents. Et c'est là par exemple qu'on retrouve les différents projets dont on vous a parlé. C'est important de faire des... J'ai cru entendre Messenger. Donc je pense que c'est important justement de faire des parallèles avec les solutions que vous connaissez pour qu'on vous explique, c'est horrible de dire pour qu'on vous explique, pour pouvoir éclairer le choix qu'on a nous de cette solution-là. Donc on est sur le principe d'une messagerie. C'est tout petit, c'est pas bien et enfin en fait tant mieux non parce que je veux pas trop que les collègues voient ce qui est écrit dessus, quoi. Ah oui. Tu vois, on n'a pas pensé à ça, mais en fait c'est des espaces privés, quoi. Donc vous voyez que les messages viennent ici, les utilisateurs sont là. Je veux bien que tu pilotes, Régis, en même temps. Alors, tous les projets dont on vous a parlé, c'est rigolo parce qu'on les retrouve ici en icône. Vous les voyez peut-être pas, mais là, on a le CRI, donc avec les projets s'aventuriers, avec le 90. Et ça veut dire que ça, j'ai plus. Vous voyez ma déconnexion, elle me dit, ta déconnexion, elle te rattrape. Donc avec Twicté, on a cette icône, on a Nipédu ici, on a TADAF, le collectif d'enseignants qui est là. Ça, c'est l'icône de Ludovia, donc avec les équipes de Ludovia France, on communique avec ça. Ça, c'est un projet sur lequel on nous a mis récemment et où on s'est dit après, non, hors de question qu'on aille dedans, quoi. Parce que, bon, tout est centralisé avec un seul outil qui dispose ici de plusieurs Slack. Et si je vais par exemple dans le Slack Nipédu, on va rester sur celui-ci, Régis. Donc on est là. Donc on a toujours une chaîne générale par défaut qui est le forum où toutes les personnes que vous inviterez, on est sur une safe place, hein. Donc c'est privé. C'est privé. Là, c'est entièrement privé et on y accède soit par envoi d'un lien, soit par invitation via la plateforme et on passe par une adresse mail.
Dans le Slack de Nipédu, par exemple, donc on a notre espace forum qui est l'espace général, et après vous avez des chaînes, et si vous regardez bien, toutes les chaînes sont privées. Vous ne pouvez pas voir d'où vous êtes, cadenas, mais c'est petit. on choisit d'avoir soit des chaînes publiques, soit des chaînes privées. Là, il se trouve que chez Nipédu, elles sont toutes privées parce qu'on n'a pas forcément envie que les gens lisent ce qui se passe dans d'autres choses. Donc, on a des chaînes qui sont dédiées à la préparation des épisodes. Vous voyez, 101, 102, 103, 104, 105. Ici, on a cahier pédagogique parce que c'est le lien qu'on a avec les équipes des cahiers pédagogiques. Mais vous avez rubrique privée qui est notre chaîne aux 3 membres de Nipédu qui écrivent les rubriques, mais pour lesquels on ne veut pas que les cahiers pédagogiques lisent ce qu'on écrit dans les préparations des rubriques. Donc ça nous permet de configurer les choses. On a Julie Higounet qu'on retrouve dans MLF America. Enfin voilà, et ça nous permet vraiment d'avoir des espaces publics autour d'un projet, des espaces privés, de l'archivage, quelque chose qui est d'une puissance sans nom. Dans Slack, c'est la recherche d'un message. Par exemple, Julie Higounet, on a voulu travailler sur la formation Dallas, je tape Julie, Dallas, MLF. Et là, il me retrouve le message. Et ça, je vous assure que c'est vraiment une fonction qui est super. Si tu vas dans un message, Régis, pour voir les différentes fonctionnalités du message, là-haut. Donc, on peut ajouter une réaction. Donc la réaction qu'on va ajouter, j'ai tous les smileys à disposition, donc je ne mets pas qu'un pouce, mais je peux exprimer plein d'autres choses. On peut créer des threads, donc des fils de discussion, c'est-à-dire qu'à partir d'un premier message, on peut rajouter des commentaires à ce message de façon très lisible. Alors vous allez me dire comme un groupe Facebook par exemple, mais ça c'est un des avantages des groupes Facebook, ce qui fait qu'on ne pollue pas un fil et un fil reste très très lisible. Une autre possibilité sur la flèche, donc on peut partager le message. Donc là, il génère un lien et il envoie le lien. Si votre chaîne est publique, le message sera accessible par n'importe qui de l'espace. Si votre chaîne est privée, il va vous dire « Je suis désolé, le message est dans un espace privé, je ne génère pas le lien ». Ou en tout cas, je crois qu'il génère le lien, mais il pourra être ouvert que par les membres qui sont dans cette chaîne-là. On peut favoriser les messages, on peut aussi les épingler, ce qui est extrêmement précieux. On peut se créer des rappels pour soi-même. Ça, c'est ma fonction préférée. Ah ouais, moi aussi. Vous avez lu un message, dites, la délégation cognitive. Dans 3 heures ou demain. Exactement. Et on a encore plein d'autres options. On peut modifier le message une fois qu'on l'a écrit, ce qui est extrêmement précieux. Épingler, me le rappeler. On peut le marquer comme non lu, qui a aussi une fonction de rappel. On peut mettre tous les fichiers qu'on veut là-dedans. Tous les fichiers que vous voulez, le PDF, l'image. Donc moi, des fois, je m'envoie à moi-même sur Slack. C'est un espace de stockage pour moi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme fonction de Slack extrêmement… Ce qu'il y a dans ce qui dit Fabien, vous le paramétrez comme vous avez besoin. C'est-à-dire en imaginant, je ne sais pas, vous travaillez avec une cohorte d'enseignants ou de collègues, ou vous êtes dans un seul Slack et vous donnez accès à ce que vous voulez, à qui vous voulez très exactement. Ça, c'est extrêmement puissant. Et le fait de pouvoir tout retrouver, je pense que c'est vraiment les deux choses intéressantes parce que vous avez accès à un historique complet de tout ce que vous avez fait, donc ça vous sert ça vous documente votre projet quelque part aussi. Exactement. Elle savait exactement ce qu'on voulait faire. D'accord, pour poser cette question. Merci Marane. C'est pas moi qui l'ai payé. Donc pour faire ça, on a besoin de l'adresse mail avec laquelle chacun souhaite être invité. Regarde. Voilà, donc on peut créer, là juste après le groupe et effectivement vous dire dès que vous recevez le lien de connexion, vous allez dans l'espace et puis on commencera à créer la suite, à créer la discussion. Ce qui peut être extrêmement important de vous dire, c'est que c'est disponible en applicatif et c'est disponible en ligne, c'est disponible en version mobile et c'est disponible sur l'ordinateur. Et ça c'est extrêmement important parce que on a tout le temps son Slack avec soi. Tout à l'heure, c'était la question… C'est assez intelligent pour vous dire je remarque que tu es sur ton smartphone et en même temps sur ton ordi. Là, maintenant, tu préfères tes notifs sur l'un ou sur l'autre ou sur les deux. Enfin, vous verrez que c'est paramétrable aux petits oignons. Sur le côté paramètres aux petits oignons, ce qui est extrêmement important, c'est que nous, comme on l'utilise comme un outil professionnel et pour nos projets associatifs, on peut, en fonction des chaînes et en fonction des projets, paramétrer les notifications.
C'est-à-dire que le week-end, tu ne me mets pas de notification pour le boulot. Par contre, tu m'en mets pour l'association. Par contre, tu dis quand même aux gens de l'association que je dors des fois entre minuit et 6 heures. Donc, je coupe les notifications de minuit à 6 heures. Ça, c'est extrêmement important parce que typiquement, ça, c'est l'objet. Il vous a dit qu'on était des fondus de travail. Je ne sais pas pourquoi, mais et ça, ça peut être très envahissant. C'est-à-dire un outil comme ça dans lequel nous, on centralise les échanges avec les centaines de personnes qui participent au projet dont on vous a parlé. À un moment, ça peut être vraiment difficile à gérer. Donc, quand il y a beaucoup de Slack comme ça, beaucoup de chaînes, il faut absolument le paramétrer. Et derrière, il y a une petite méthodologie de consultation aussi qui n'a rien à voir avec le numérique. Je pense à un autre détail, comme dans un Facebook ou ailleurs, vous voyez le petit point vert, c'est les gens qui sont connectés en ce moment. Avec l'avantage aussi de dire, moi, j'ai pas envie qu'on voit que je suis connecté en ce moment. C'est-à-dire, à des moments, on peut dire, moi, j'ai envie d'aller voir les messages, mais pas que quelqu'un voit que je suis là et m'envoie du coup plein de messages. Non, non, enfin, voilà, ça va vraiment. C'est une messagerie vraiment professionnelle jusqu'au bout des ongles. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que nous, si on veut faire une écriture collaborative, on met le lien là et puis on dit voilà, maintenant on bosse, on est en train d'échanger. Souvent, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt, mais non, c'est pas plutôt. On l'utilise nous beaucoup pour du travail en synchrone. Donc on est en même temps tous connectés par contre, et c'est ça. Tiens, vas-y, envoie-moi le visuel pour que je le rajoute dans le PDF. Tac, il est là, je récupère le visuel. Modifie le PDF. Ah oui, mais il est en PDF. Bah attends, je t'envoie le lien vers le Google Doc. Bim, bim, bim. Et les choses, elles se font très, très habilement là-dessus. Petite question, il permet de faire aussi du vocal en groupe, en simultané. Sur la version premium. Discord permet de faire ça gratuitement. Ouais. Ah oui, ouais. Tout ce qu'il y a là, Discord permet de le faire, il est 100% gratuit. Et en plus, les étudiants sont tous dessus. Donc c'est quelque chose qui permet de diffuser aux étudiants aussi en plus. Rien à dire. Discord. On aime bien aussi. Ouais. Discord qu'on aime bien aussi, ouais. Et il est 100% gratuit. Ouais. À la base, c'est pour les jeux, mais toutes les fonctionnalités qu'il y a là sont sur Discord. Ouais, on utilise aussi Discord. C'est 100% vrai. Elles sont sur Discord. Donc en général, on est Slack ou Discord. Nous, on a commencé à utiliser Slack et on commence à se faire un peu vieux à une époque où Discord n'utilisait pas. On a notre Discord aussi, mais on y va un peu moins souvent parce qu'on a nos process de travail sur Slack. Le truc que je vois en fait avec Discord, c'est que les étudiants étant dessus aussi, il y a moyen de créer des espaces collaboratifs avec les étudiants. Et c'est beaucoup plus Jones pour les étudiants. Et en plus, les fonctionnalités payantes de Slack sont gratuites sur Discord. Mais quand tu dis que les étudiants sont dessus, à l'université. Non, j'ai pas le... Nos étudiants à ouais. sont tous sur Discord. C'est une solution de gamer en fait. À la base, ouais. C'est une solution de gamer. Quand ils jouent, ben en fait, ils peuvent discuter entre eux, ils peuvent chatter entre eux, ils peuvent s'échanger des fichiers. Et même, en fait, nous, en formation informatique, ils discutent pour les cours sur Discord et pas sur Facebook. Donc pour s'échanger des informations, pour avancer des projets ou autres, eh ben, ils s'échangent des informations sur Discord directement. Donc c'est un outil vraiment très utilisé à l'heure actuelle. Donc cette technologie est vraiment intéressante, mais Slack, l'inconvénient c'est qu'il est payant sur les fonctionnalités intéressantes. Et plus que l'accès à ces fonctionnalités-là, ce qui est très dérangeant avec Slack, c'est que quand vous êtes sur un modèle freemium, au bout d'un moment, vous allez atteindre le seuil de stockage. Et là, ce qu'il fait, il vous laisse continuer à l'utiliser. Mais par contre, les plus vieux messages et les plus vieux fichiers, il vous les cache, ils disparaissent. Donc ça, c'est extrêmement gênant. Nous, comme on est une asso, on a accès au modèle premium gratuitement. Et voilà, on était très contents d'avoir ça. Et on ne pourrait pas mener les projets si on restait sur un modèle freemium, en tout cas pour un projet comme Twicté. Pour les Saventuriers par exemple, qui est un projet plus réduit dans le temps et avec le nombre de participants, ou Nipédu, où on est quoi, 10 dans Nipédu, dans le Slack Nipédu, on a largement de quoi voir venir. Mais effectivement, pour des plus jeunes, Discord, vous l'avez bien compris, on ne créera pas la chaîne Slack, mais Sébastien va se charger de créer le Discord pour le groupe. Merci Sébastien. Mais c'est vrai, hein, et je ne sais pas pourquoi nous, au-delà de ça, on fait... C'est accessible via la navigateur web, c'est accessible via l'application. Donc, vraiment
sont connectés avec une tablette, avec un Bonnet. Bien. C'était la dernière slide ou pas? Ouais. Ouais. J'ai un doute quand même. Vas-y, passe. Ici.